Bonjour à toutes et tous, salut Morgane, salut Sergio, salut Fugi Simon, salut Ishtar, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Merci de nous suivre, spécialement aujourd'hui, parce que vous ne le savez sans doute pas, ou vous le savez peut-être, mais ce soir c'est le dernier stream de la saison. Le dernier stream dans ce studio aussi, à 19 h on va se serrer très fort dans nos bras moites pour se souhaiter de bonnes vacances peut-être, et pour se retrouver le jeudi 11 septembre dans un nouveau studio, sur un format 2 thèmes, 2 heures, 4 invités, une fois par semaine, ce sera le jeudi. C'est un format qui nous permettra de bien coller à l'actu, d'être plus réactif et aussi de penser bien en amont des sujets de deuxième plateau. Les deuxièmes plateaux, on reste dans l'actu, mais l'actu qu'on traite, comme vous le savez maintenant depuis 2 ans, un petit peu en itinéraire bis. Ce sera toujours avec Cyril Balta aux commandes de la Réal, du son et du pixel. Ce sera toujours avec moi derrière mes grosses fiches, vous dans le chat et un micro. Ce sera sans Camille Rio, qui devrait, si les petits cochons ne le mangent pas, poser ses valoches du côté de l'antenne pour la plus grande chance de nos collègues et amis du 4e étage de la maison de la radio, c'est France Info. Et ce sera toujours, bien sûr, avec vos questions, vos sourires, vos bougonneries et vos clins d'œil dans le chat sur Twitch, sur TikTok et sur Discord. Tout ceci étant dit à titre liminaire, mais pas superfétatoire, au programme aujourd'hui pour nos 2 heures de stream. De 17 h à 18 h, le bilan du mois des fiertés lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes et leurs alliés, avec les personnes transgenres qui ont quelque chose à dire, parce qu'elles aimeraient bien qu'on les oublie un peu, parfois, et qu'on les laisse vivre un peu leur vie, un peu comme tout le monde, un peu comme celles et ceux qui n'ont rien demandé, et à qui pourtant on demande souvent, parfois un peu trop, des personnes comme les autres, avec des droits, pas plus, mais certainement pas moins, à l'heure où, partout dans le monde, les conservatismes les tensent et font flotter au-dessus d'elles le spectre du recul, du retour en arrière, avec au fond de la cour, dans la fosse à Purin, dans le cul de bas de fosse, des ignorances, un peu de haine, beaucoup de violence et un gros tonneau d'intolérance. Les personnes transgenres ont quelque chose à redire et on va s'en faire l'écho parce qu'il serait temps qu'on leur fiche un peu la paix. Ce sera jusqu'à 18 h, 18 h, heure à laquelle on ira voir ce qui va se passer cet été sur la plage, à la Baule, au Pouliguen, à la Canoë, à Biscarrosse ou à Bormes-les-Mimosas, mais aussi dans les bars, dans les parcs, tous les endroits où des gens se rencontrent, se désirent, se draguent et parfois même choisissent de faire un bout de chemin ensemble. On va pas causer d'amour à la plage, on ne va pas faire la rubrique sexo de l'été, mais on va profiter de l'été qui se pointe pour plutôt parler d'aujourd'hui, de demain et de ce qu'il nous faudrait jeter du passé. Après MeToo, par exemple, après le temps des applis de rencontres, qui n'ont certainement pas dit leur dernier mot, mais qui pourraient commencer à lasser. On va parler de ce qu'on pourrait se souhaiter pour demain, dans nos relations intimes et affectives. On va essayer de voir comment on pourrait être un peu mieux, un peu meilleur, un peu mieux dans nos corps, un peu meilleur dans nos amours, et peut-être même aussi un peu plus zen sous nos couettes. On tentera de le faire avec le métronome de la bienveillance, la clé de sol de l'inclusivité, et la grosse clé de fa de la bienveillance, cet élan mélodique devant nous mener, coquillages et crustacés dans l'orchestre, aux 15 h non pas aux 15 h, aux 19 h pardon, de l'apéro, il est vraiment tôt, aux 19 h de l'apéro, et avec modération, s'il vous plaît, 17 h 07, 14 secondes pour l'heure, et pour l'instant il est donc 14 h 07, passé de 17 secondes à Paris, où samedi dernier, des milliers de personnes battaient le pavé parisien depuis le Louvre jusqu'à la place de la Bastille, lors de la marche des fiertés LGBTQIA+, une marche placée sous les auspices de la lutte contre l'international réactionnaire et la reconnaissance pleine et entière des droits des personnes trans et non binaires. Bonjour Béatrice Denès. Bonjour Ludovic. Salut Béatrice, tu es journaliste, conférencière, enseignante à Sciences Po, tu es militante pour les droits des personnes trans. Tu es aussi, par ailleurs, ancienne secrétaire générale de France Info et par ailleurs, ce n'est pas rien, ancienne médiatrice des antennes du groupe Radio France. Bienvenue à la maison Béatrice. Ça me fait plaisir. À tes côtés, Lexi. Salut Lexi. Bonjour. Tu es historienne d'art, diplômée de l'école du Louvre, tu es militante transféministe, tu as commis Histoire de genre, un guide pour comprendre et défendre les transidentités. C'est paru en 2021 chez Marabout. Et à tes côtés, en face, Cassandre, qu'on connaît bien. Salut Cassandre. Salut. Cassandre est streamer politique spécialisé sur les questions LGBTQIA+. Bienvenue chez toi aussi. Vous étiez à la Marche des Fiertés à Paris samedi ou pas? Oui, Ouais. C'était comment? c'était bien. J'ai trouvé qu'elle avait une énergie, une dynamique assez différente des prides organisés par l'inter-LGBT tous les ans à cette période. Je l'ai sentie plus diverse, je l'ai sentie plus politique. Il faut dire qu'elle a affronté vents et marées cette année pour pouvoir avoir lieu, notamment le retrait de subventions très importante de la part de la région Île-de-France. Donc, je l'ai sentie aussi déterminée, cette marche. Je suis plutôt d'accord, ça fait vraiment des années qu'il y a à chaque année les débats sur Tous les ans, on dit que l'après n'est plus n'est plus politique. politique, est trop festive ou alors pas assez festive, enfin voilà. Et je trouve que on a atteint cette année un bon équilibre et je voyais beaucoup dans le regard des gens aussi cette détermination et ce côté un peu on fait la fête mais on sait pourquoi on fait la fête et on l'oublie pas quoi. Béatrice? Alors moi, je n'y étais pas parce que je suis aussi une grand-mère et que je vais m'occuper de mes petits-enfants. Bon, vous allez me dire, vous auriez pu les emmener, mais bon. Comme tout ça est un peu entrecoupé, mais j'ai évidemment bien suivi. Puis notamment, en effet, avec, j'allais dire, cette extrême droite qui finalement, qui souhaitait en quelque sorte dénaturer, j'allais dire, les bases mêmes de cette fête. Parce que tout à l'heure, tu disais qu'en fait,
on souhaitait aussi, en effet, qu'on nous oublie, mais pas trop quand même. C'est-à-dire qu'on nous oublie et que, en effet, on passe dans la population générale comme n'importe quel citoyen, qu'on soit respecté comme tout le monde et qu'on puisse voilà, être des gens normaux, j'allais dire. Et puis, mais d'un autre côté, il faut quand même rappeler qu'on existe et puis rappeler aussi, et c'est justement le but des Pride, bah voilà, qu'on a encore beaucoup de choses à attendre de la société pour qu'on soit véritablement bah, considéré comme n'importe quel citoyen. Moi, c'est vraiment ce qui me revient à chaque fois à l'esprit. On est quand même dans une république, et je ne sais pas pourquoi, il faut à chaque fois qu'on fasse des différences, qu'on mette les gens dans des cases, et puis que si on n'est pas, en effet, ben, comme ça a été pendant des siècles, ben voilà, on est regardé de travers, on ne veut pas qu'on existe, on fait beaucoup de malheurs, j'allais dire, sur les mineurs trans, et ça, on en reparlera certainement. Donc voilà, laissez-nous vivre, c'est pour moi le mot d'ordre. Et aussi, heureusement qu'il y a les prides, des manifestations de ce type, pour vraiment montrer qu'on existe. Et je pense qu'on parlera aussi à l'étranger. Et notamment, il y en a une qui était vraiment, je trouve, fabuleuse et courageuse en Hongrie. Oui, la Pride de Budapest qui a été officiellement interdit par le gouvernement Orban. Je pense que ce qu'il faut qu'on retienne cette année, c'est à quel point on assiste à un interventionnisme d'État qui est inédit et qui surtout ne fait aucun sens dans des manifestations. Viktor Orban a voulu juste retirer le droit de manifester à une communauté spécifique qui est déjà marginalisée. Ça va contre un certain nombre de lois internationales, notamment celle de l'Union européenne. L'intervention spécifique de Retailleau, qui a voulu défendre la participation active de groupuscules, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. ministre de l'Intérieur, qui a défendu la participation de certains groupuscules LGB d'extrême droite Alors, à la Pride de parlons-en, Paris. donc c'est Eros, c'est ce... Oui, deux collectifs. Explique. Donc cette année, le ministre de l'Intérieur a estimé qu'il était nécessaire que deux groupuscules, le groupe Eros qui se revendique de droite, d'extrême droite et gay, et le groupe Némésis qui se revendique féministe et qui est connu pour être nationaliste, raciste, islamophobe, qui à vrai dire jusque-là n'a jamais revendiqué une quelconque appartenance à nos communautés. Non. Retailleau a aussi défendu leur participation à leur Pride, comme elles avaient essayé de participer à celle de l'année dernière de façon particulièrement violente. Et le ministre de l'Intérieur a même alloué à l'avance un certain nombre de CRS pour leur protection dans la marche des fiertés. Plus exactement, c'était éviter une confrontation. Enfin, c'était pas Oui, spécifiquement pour les protéger. C'était non, effectivement, c'est c'était pas pour le. je m'engage. Pour que Mais pour c'est que quand l'ordre se tienne. C'est qu'il y ait quand pas même de heurts, voilà. une ingérence dans le droit de manifester, dans la composition d'une manifestation qui est structurée depuis des décennies par les mêmes collectifs, les mêmes associations, les plus institutionnelles en France. C'est inédit, ça n'a aucun sens et ça montre une volonté de contrôle de plus en plus affirmée qui existe et qui s'affirme en fait depuis des années sous l'influence des mouvements réactionnaires, conservateurs, américains, britanniques, russes. Il faut savoir que la décision d'Orban, elle s'inscrit dans une longue histoire en fait de décisions anti-LGBT complètement dans l'orbite des décisions prises par Poutine. Et ça illustre aussi une nouvelle stratégie un petit peu même, y compris parfois contradictoire de l'extrême droite, où du côté d'Orban, il y a une interdiction pure et simple sur le modèle de la loi contre la propagande LGBT de Poutine. Hein. Donc il y a vraiment un calcage de ce système-là. Et en France, on a une extrême droite qui, là où pendant très longtemps, elle s'associait plutôt volontiers au mouvement contre le mariage pour tous, etc., a commencé à prendre plutôt le pari d'une appropriation. Alors appropriation du mouvement féministe avec Némésis, où on ne va plus dire qu'on est anti-féministe parce que bon, ça la fout un peu mal, mais du coup on va s'approprier le mot féministe et du coup le transformer de l'intérieur en fait. Et c'est aussi ça, le collectif Eros avait un double discours sur la Pride, à la fois de se dire, nous en tant qu'homosexuels de droite, on représente mieux que vous finalement ce que le commun des mortels de la communauté LGBT, enfin LGB du coup, pense. LG, L. G. Plutôt G. Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le... Bref. Et finalement, en fait, qui est presque plus efficace, en fait, après les années de libéralisme et d'inclusivité qu'on a pu avoir. Souvent,
On résume ça un peu aux années Obama aux États-Unis parce que ça a aussi beaucoup influé en France. Et c'est une stratégie d'autant plus redoutable qu'elle se repose énormément sur ce genre de coup d'éclat médiatique, dans le sens où il dénonce la Pride tout en y participant, mais c'est surtout pour faire des images, pour faire parler particulièrement sur les réseaux sociaux, et aussi particulièrement puisque c'est là où sont les journalistes. Donc en fait, c'est pour avoir aussi un accès plus direct à des images qui leur sont favorables, quoi. Bon, à la fin, on en a parlé un peu, peut-être qu'il fallait pas en parler. De mon point de vue, il fallait en parler quand même. À la fin, c'est une tempête dans un verre d'eau, donc. C'est aussi particulièrement d'actualité en fait politiquement en France. L'année dernière, quand il y a eu la dissolution, peut-être on est peut-être à la veille d'une nouvelle dissolution, ça avait aussi été de façon assez inédite la réappropriation de discours très homo-nationalistes de la part de la droite et de l'extrême droite, auxquels il avait fallu constamment répondre, argumenter, ce qui illustre cette nouvelle tension où on est constamment les personnes qui devons le plus nous justifier et avancer des listes de sources longues comme le bras, et en même temps, il est extrêmement facile de se réapproprier des discours sans les nourrir de sources. Et quand on entendait que le RN était le parti des personnes LGBT, avec tout un discours hyper raciste, hyper islamophobe, pour servir ce discours, c'est là où on voit qu'il faut encore parler de ces manifestations, encore parler de leur structuration. Et je crois qu'il est important à ce titre de parler de l'existence de ce genre de collectif, parce que sinon on ne peut pas y répondre et on ne peut pas montrer aussi que c'est des enjeux qui sont faciles à salir. Oui, parce qu'il repose sur une falsification de la vérité, Bien sûr. c'est-à-dire que l'homonationalisme, c'est d'instrumentaliser finalement l'existence des LGBT, mais tout comme le fémonationalisme, c'est instrumentaliser les violences contre les femmes pour servir un discours, généralement un discours raciste, xénophobe, etc. Et en fait, ça opère aussi une falsification de la vérité, c'est-à-dire que les LGBT-phobies sont partout, dans les beaux quartiers, dans les banlieues, en ruralité, dans le monde urbain, c'est vraiment partout. Mais en fait, ça permet finalement de détourner le regard en fait finalement de ce qui concerne véritablement la droite, la bourgeoisie, tout aussi réac, etc. Et d'aller pointer du doigt des boucs émissaires qui sont d'autant plus sans défense en fait qui sont déjà cibles, enfin victimes Bon, de pour grossir un plusieurs peu, c'est types les de immigrés et c'est marginalisation, l'islam, quoi. hein, pour le C'est coup. les immigrés, c'est les musulmans, etc. Et avec la montée de l'islamophobie qui ne peuvent d'autant moins se défendre. Salut Yanamat, salut Flouki, salut Erebus qui dit Cassandre, le roi des trans, qui te salue, semble-t-il. Ça, je vous reconnais le Salut chat. Morgane. Morgane qui nous dit, à mon sens, un des problèmes, c'est qui parle des personnes trans, les personnes trans elles-mêmes ou leurs détracteurs. À qui donne-t-on la parole et le poids médiatique? Si j'en parle en ces termes, dit Morgane, c'est parce qu'au Royaume-Uni, c'est un gros problème. Il n'y a pas une journée sans que la presse type Telegraph ou Times te fasse un article tordu, dit-elle, contre les personnes trans et des combats pour leurs droits sans leur donner la parole. C'est pour ça que les prides ont un intérêt à être des moments de politisation, de repolitisation, selon comment on estime qu'elles se sont orientées. C'est qu'elles sont un moment, une fenêtre de visibilité assez unique où on peut parler et être visible en nous, pour nous, par nous. Parce qu'effectivement, tu mentionnais cette période un peu Obama, cette période de libéralisme qui a beaucoup joué en fait sur une pop culturisation des enjeux qu'on porte et de nos identités et de nos représentations, jamais sans ou très peu sans nous consulter, ni dans la conception des représentations, ni dans les images de qui sont montrées. Et en fait, ça a complètement galvaudé les propos, ça a complètement galvaudé les enjeux à l'idée que la visibilité était une finalité, était ce qu'il y avait en fait de plus, euh, de plus important pour nous. C'est un outil. C'est un outil qu'il faut avoir, mais ça reste un outil. Et derrière, les enjeux, en fait, ils sont beaucoup plus complexes que ça, ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Ils sont économiques, ils sont sociaux, ils sont politiques, ils sont médicaux. Donc oui, la question de qui parle est encore, même si on a atteint un état de visibilité qu'on n'avait jamais connu et qui est plutôt positif, en fait, il y a encore énormément à faire parce qu'il y a très peu qui est fait avec nous et par nous. Et là, on est très, très en difficulté parce que les moyens pour créer nous sont encore largement refusés. Chère Béatrice. Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est, puisqu'on parlait de la Grande-Bretagne, c'est vrai que c'est vraiment un pays qui a un énorme problème par rapport aux transidentités, en ce sens que, bon, il faut se souvenir de la Cour suprême qui a décrété que un homme ou une femme n'étaient que des représentations de leur naissance, c'est-à-dire qu'on est homme, on est femme, mais c'est tout, voilà, qu'une femme trans n'est pas une vraie femme.
ce qui évidemment blesse d'abord beaucoup de personnes, et puis qui est inadmissible sur le plan, j'allais dire, tout simplement de la société, même scientifiquement d'ailleurs. Mais il n'empêche que en Grande-Bretagne, il y a un vrai souci parce que c'est quand même aussi un jugement donc, de cette Cour suprême qui a été validé par le gouvernement, qui, il faut quand même se dire que c'est un gouvernement de gauche. Donc c'est là aussi qu'il y a quand même un vrai problème et que par rapport à nous, personnes trans, ben, on a encore vraiment beaucoup de mal à être acceptés. Alors, je ne dis pas forcément que le gouvernement est transphobe, le gouvernement britannique, mais il n'empêche qu'il y a une énorme méconnaissance et je vois parce que je rencontre pas mal d'hommes politiques ou de femmes politiques et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que sans qu'ils soient particulièrement transphobes, ils ont une telle méconnaissance qu'ils ont vraiment des a priori, voilà, ils connaissent pas. J'en ai rencontré un dernièrement qui est, quelqu'un d'ailleurs de très bien, je trouve, mais qui a reconnu qu'il ne connaissait strictement rien, aux transidentités donc on a passé beaucoup de temps à lui expliquer. Bon, il a finalement compris parce que voilà, il a une ouverture d'esprit. Mais moi, ce qui m'inquiète quand même, et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue aussi à faire de la formation. Par exemple, demain, je suis invité par le congrès des étudiants en médecine et leur responsable me dit en fait, bah, ils n'y connaissent rien. C'est pas parce qu'ils ont 1 ou 2 heures de formation. Et c'est ça notre problème à nous, transidentités, c'est que d'abord on est monté comme, enfin on est montré en fait sur le plan de la société un peu comme des monstres. Euh, et finalement, personne ne nous connaît réellement. En fait, on est une toute petite minorité. Et chaque fois qu'on parle de nous en ce moment, et c'est ça qui est vraiment très inquiétant, c'est pour parler de nous en mal, en fait. Avec en plus, alors il y a donc la Grande-Bretagne qui nous a fait énormément de mal, énormément de tort. Si on prend alors des cas spécifiques scientifiques que moi je connais bien, c'est notamment les enfants trans, les bloqueurs de puberté sont interdits désormais en Grande-Bretagne, ce qui veut dire que c'est une énorme souffrance pour ces enfants qui en sont souvent peut-être à une, deux, trois tentatives de suicide parce qu'ils ne supportent pas leur corps qui va changer, ils ne supportent pas leur sexe de naissance, ils ne supportent pas le genre dans lequel on les a plus ou moins obligés à vivre en fonction du sexe de naissance. Donc tout ça, c'est des souffrances terribles et on va leur refuser donc de pouvoir être eux-mêmes, d'avoir éventuellement ce blocage. Parce que là aussi, quand on parle de blocage de puberté, on a l'impression que c'est un truc irréversible, mais pas du tout. Ça va simplement leur permettre, là encore une fois, parce que ils se questionnent certainement, donc de continuer éventuellement de réfléchir, pas forcément de sauter le pas, mais voilà, ça va leur permettre en tout cas de vivre une vie heureuse. Pourquoi leur interdit-on? Et c'est vraiment ce qui se passe en ce moment en Grande-Bretagne, dans d'autres pays scandinaves, c'est ce qui se passe aux États-Unis, et c'est quand même là aussi, comme malheureusement les États-Unis, souvent, ça revient après en Europe, c'est vraiment une catastrophe que ce rejet, et je trouve ça mais vraiment d'une tristesse et c'est dramatique des enfants trans ou des enfants en questionnement, encore une fois, de ne pas pouvoir leur permettre de vivre leur vie avec des trucs absolument aberrants. Mais là, encore une fois, comme personne n'y connaît rien, ça passe comme une lettre à la poste. Encore que je pense que si on avait quand même un petit peu d'intelligence, on se dirait que c'est n'importe quoi. Donald Trump, par exemple, qui déclare que les enfants vont à l'école et que 3 jours après, ils reviennent complètement On ne les reconnaît plus. on les reconnaît plus. Voilà, ils sont rentrés à l'école petit garçon, Oh là ils là. sortent 3 jours après petite fille. Bon, on ignorait tous qu'il y avait des blocs opératoires dans Dans les cours de écoles. récréation, bien sûr. Exactement. On ignorait que les parents ne se folent pas si les enfants reviennent 3 jours après. Enfin, des trucs totalement aberrants. Et le pire, c'est que ça passe. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, il y a vraiment tous ces phénomènes. Et en effet, tout près de chez nous, moi, ce qui m'affole quand même, c'est en effet la Grande-Bretagne, avec, qui plus est, un gouvernement qui devrait être un gouvernement progressiste, en fait. Bah, justement, pour continuer sur la Grande-Bretagne, il y a eu deux choses. Il y a eu à la fois une intense campagne de diabolisation médiatique, mais c'est aussi lié au fait qu'en Grande-Bretagne, il y a énormément, enfin, la presse tabloïde est extrêmement présente culturellement, en fait. C'est bon, il y a plein de trucs, la famille royale et tout. Mais du coup, ça fait que ce genre de presse à scandale a une force de frappe immense pour mener des campagnes de désinformation, et aussi que dans le champ politique, les digues ont sauté du côté de la gauche. Et notamment à l'intérieur du Parti travailliste, au moment où il y avait un petit peu cette campagne pour dégager Jérémy Corbyn, qui représentait un peu plus l'aile gauche, bah, certaines élus, certains membres du parti en ont aussi profité pour entériner définitivement ce qui était de l'ordre de débat jusqu'ici à l'intérieur du parti, mais entériner définitivement une ligne critique du genre, on va dire, c'est-à-dire un peu anti-trans et tout. Et en fait, et ça a amené même jusqu'à des
des sommets de désinformation, de manipulation. Tu parlais des bloqueurs de puberté, mais il faut rappeler que les bloqueurs de puberté qui sont devenus presque l'alpha et l'oméga du discours Morgane, sur tu les dis enfants les trans. bloqueurs de puberté en outre sont déjà administrés à des enfants qui sont pas trans et qui ont une Oui, puberté c'est précoce. déjà administré Exactement. Vous à connaissez ces des molécules depuis enfants longtemps. qui ont des pubertés précoces. On connaît parfaitement ces molécules, on sait qu'il n'y a aucun problème, mais surtout, les bloqueurs de puberté sont une mesure déjà de prudence. C'est déjà un truc où on va... Parce que en théorie, si tu as un enfant qui va avoir sa puberté, tu dis, bon, tu donnes direct les hormones du sexe opposé pour démarrer la puberté. Mais justement, les bloqueurs de puberté, c'est pour dire, OK, on fait pause, on te laisse le temps de réfléchir. Donc déjà quelque chose qui est une mesure de prudence a été monté en épingle comme déjà la preuve que ça va trop loin. Parce que finalement, le message derrière, c'est que là où ça va trop loin, c'est qu'on laisse l'enfant cheminer et on va écouter justement ce que l'enfant va déclarer de son genre, de sa volonté pour lui ou elle-même, quoi. Alexis. Par ailleurs, je crois que si on a assisté, notamment autour de la mobilisation pour soutenir la Pride de Budapest, à une vraie mobilisation d'eurodéputés de toute l'UE, de gauche, pour soutenir les droits des personnes trans, les droits LGBT+, en général, il faut plus réfléchir au soutien de nos droits comme un clivage gauche-droite. Mm. Kamala Harris a complètement abandonné les minorités de genre, les personnes trans, et c'était considéré comme plus prudent, comme plus sage. Euh, on n'est plus aujourd'hui dans une certitude que les mouvements de gauche sont des mouvements pour les droits sociaux des minorités sociales. Donc c'est aussi ce qui complique d'autant plus des projections dans un avenir pour atteindre une égalité de droits, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même très compliqué d'avoir des échos institutionnels où les discours de fait, les discours scientifiques sont reçus avant les discours de panique morale et des calculs politiques. Le fameux rétropédalage scandinave qui est toujours montré comme l'exemple que, en fait, c'est une décision qui est politique. Elle n'a pas de base scientifique. Et le fait de l'utiliser comme le miroir de l'échec trans, c'est aussi une décision politique. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on est encore dans cet écart de chance à faire entendre les faits qui nous défavorisent. Et surtout, en effet, par rapport à ce que tu dis, Alexis, c'est tout Mhm. à fait juste. Et moi, je le vois en rencontrant, en effet, des institutionnels, des personnalités politiques ou autres. Mais même si parfois ils peuvent nous affirmer directement qu'ils nous soutiennent ou autres, mais n'empêche qu'on sent qu'il y a une espèce de trouille. Oui. Et moi, c'est ça qui me fait peur par rapport aux échéances qui vont arriver, que ce soit les municipales. Bon, les municipales, c'est très local. Mais ensuite, la présidentielle, c'est qu'en fait, on va être abandonné parce que, et c'est exactement le cas de Kamala Harris en fait, où bon, je pense elle nous soutient tout à fait, elle soutient les personnes trans, mais elle a la trouille parce que là aussi on revient toujours sur cet éternel problème de mésinformation par rapport à ce que sont les transidentités, à être présentées encore une fois, et c'est une bonne illustration, les bloqueurs de puberté en faisant passer les médecins ou nous tout simplement pour des monstres. Eh bien non en fait, mais ils ont peur, voilà, que la majorité qui ne connaît rien à ce qu'on est, ça va leur faire perdre des voix et puis ça va être exploité évidemment par les oppositions et notamment de droite et d'extrême droite. Donc c'est quand même c'est ça qui est fou et ce qui me fait vraiment peur, c'est que on essaie d'avancer et honnêtement en France il y a quand même eu des belles avancées. Et puis là, d'un seul coup, on a l'impression que tout est figé en fait, et qu'on a la trouille. Et moi, je le vois. Alors, je peux vous donner d'ailleurs même un exemple précis, puisque pendant 2 ans et demi, j'étais experte au sein de la Haute Autorité de Santé. On a travaillé, on était un groupe de 29 personnes, avec des médecins, des associatifs, des universitaires. On a, je pense, fait un... La Haute Autorité de Santé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'autorité qui dit si le médicament est remboursé ou pas, ou le soin est remboursé ou pas. Si je veux faire très large. Ouais, en faisant très très large, parce que c'est surtout aussi sur, aussi bien d'ailleurs sur l'éthique, sur la façon de soigner, etc., etc. Et là, c'est pour émettre des recommandations. Il faut quand même savoir que les... Comment on fait bien la médecine en France, quoi. Voilà. Et là, pour ce qui nous concerne, c'est des recommandations sur l'accueil, l'accompagnement et les soins des personnes trans. C'est hyper important parce que les recommandations précédentes, il faut quand même savoir que ça date de 1989. Il y a eu un essai en 2019 qui n'a pas été concluant, donc ça n'a pas donné grand-chose. Et c'est hyper important quand on sait quand même qu'aujourd'hui, il y a encore des médecins qui demandent un certificat psychiatrique pour attester qu'on est un bon ou une bonne trans. Enfin, c'est inadmissible. Donc, en fait, ces recommandations
Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails. En plus, logiquement, je suis lié à la confidentialité, mais il n'empêche que ce qu'on souhaite et ce qu'on a écrit noir sur blanc, c'est la dépsychiatrisation, la dépathologisation, l'autodétermination éclairée, c'est la formation, c'est le fait que les médecins généralistes puissent sans aucun problème, pouvoir accompagner des personnes trans. Donc c'est vraiment une évolution dans la société. Donc on a bossé là-dessus. Ces recommandations devaient sortir au mois de mars, puis au mois d'avril. Aujourd'hui c'est au mois de juillet, sauf qu'on apprend que ça bloque du côté de la HS qui veut revoir nos textes. Et on sent en effet qu'il y a une espèce de trouille, parce que en effet, quand ça va sortir, eh ben, on va avoir évidemment tous les transphobes, mais encore une fois tous ceux qui n'y connaissent rien, qui vont dire ah, mais c'est horrible, qu'est-ce qu'ils font on peut comme ça transformer, alors ça c'est un terme qu'on déteste, un homme en une femme, mais c'est pas ça, c'est simplement ce que des personnes tout bêtement ressentent, souvent depuis très très longtemps, et ont envie de vivre tout simplement, encore une fois, ce qu'on disait au début de cette émission, de vivre leur vie et d'être respectés comme n'importe qui. Et puis pareil, une campagne médiatique assez diffuse, c'est que au fur et à mesure que ces dates de sortie des nouvelles recommandations de la HAS ont été repoussées, c'était aussi des moments où émergeaient dans la presse de droite des lanceurs d'alerte qui alertaient sur regardez, attention, la HAS sont en train de préparer un truc horrible. Donc il y a aussi cette pression de l'extérieur, de groupuscules qui franchement ne représentent qu'eux-mêmes et sont pas du tout spécialistes dans le sang des personnes Ça, c'est trans sûr. quand ils sont médecins. Coucou les podologues, je vous aime bien, mais bon. Euh, et les Et les dentistes. dentistes. Mais donc, il y a aussi régulièrement ces pressions qui, en fait, quand je les regarde de loin, c'est des escarmouches. C'est un ou deux articles dans le Figaro, dans Mais c'est la Valeurs somme, Actuelles, etc. c'est la somme et la Mais récurrence. c'est ça. Et surtout que c'est simplement ça qui suffit pour faire flipper d'autres Des institutions personnes et les notamment. institutions. Parce que dès qu'un sujet est, comment dire, est désigné comme controversé, ça devient du coup un sujet politique et du coup ça devient un sujet, enfin comment dire, une bombe Et puante, qui quoi. se charge de vérité, de pseudo-vérité, C'est par ça. Et ailleurs. du coup on doit nous-mêmes jongler entre la politisation de nos vécus parce que de fait il y a des réalités très très dures qui sont les nôtres et en même temps d'essayer de faire passer et faire comprendre de façon dépolitisée pour pas faire peur surtout aux institutions. Enfin c'est un peu schizophrène, quoi. Je t'en prie, Alexis, vas-y. Et pendant ce temps-là, il y a des vraies avancées des camps anti-trans qui vont vers toujours plus. Moi, j'ai souvenir, il y a encore 5-6 ans, quand on mettait en garde sur ce qui pouvait se passer et qu'on était accusé de paranoïa, Et en fait, 5 ans plus tard, ce pourquoi on mettait en garde est en train d'arriver ou est déjà passé. Et dans le cas de la difficulté et des volontés de bloquer, on est sur des volontés proactives. Par exemple, au Texas, aux États-Unis, alors je ne sais pas si ça a été définitivement voté ou si c'est encore un peu en attente, mais le Capitole du Texas avait une proposition de loi pour criminaliser et pouvoir mettre en prison les spécialistes de santé qui prenaient en charge des mineurs trans, mais aussi leurs parents, Les parents, ouais. qui soutenaient, qui affirmaient une volonté d'être bienveillants dans les questionnements de leurs enfants, de les accompagner dans une transition. Donc, c'est pas juste que c'est compliqué, c'est pas juste qu'on doit faire face à une charge mentale, parce que c'est ce que c'est qui est constante, c'est qu'en plus de ça, en face, il faut pas croire que il y a juste une petite crainte, une volonté de bien s'informer. Non, non, il y a des efforts actifs d'invisibilisation sociale, d'effacement de nos possibilités de transition. Orban, au Royaume-Uni, en fait, a fait définir le genre comme une donnée sexuée, chromosomique, biologique, ce qui empêche absolument tout. Et là où on avait avant une division des discours qui faisait d'un certain Occident une espèce de bastion de protection, aujourd'hui en fait, Poutine et la Russie, cette espèce de géant obscurantiste où il aurait été normal que ça arrive, on a les mêmes choses chez nous. Donc quand on met en garde, s'il vous plaît, écoutez-nous. Oui, il y a Capex dans le chat, dit est-ce que les invités iraient jusqu'à dire qu'il y a une forme de régression actuellement? Peut-être, Béatrice, je pense que c'est pas te faire insulte que de dire que tu étais témoin d'un autre temps dans la perception des transidentités. Oui, je suis Tu dis vieille, que tu es grand-mère et que tu n'étais pas à la Pride. c'est ça que tu veux dire, oui. Ah ben non, mais C'est plus vieille que moi. c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est, moi, avec le recul, il y a eu une période véritablement, j'allais dire,
peut-être il y a une dizaine d'années à peu près, plutôt bienveillante, avec cette curiosité de cette nouveauté qui n'en est pas une, hein, puisque ça remonte à la nuit des temps, ça remonte à la mythologie grecque, hein, les transidentités, ça existait déjà à cette époque-là. Mais voilà, d'un seul coup, on était sorti du bois et on commençait à en parler. Il y a eu des reportages qui étaient plutôt sympas, qui faisaient connaître un peu ce qu'on était réellement. Mais depuis quelques années, et notamment, moi je l'ai vraiment vu au moment des, pas de la dernière présidentielle, mais un petit peu avant, où ça commençait un peu à se figer et à devenir véritablement, ben oui, quasiment méchant, j'allais dire, par rapport, encore une fois, à une population qui n'est pas nouvelle, mais simplement qui, exactement comme l'homosexualité il y a 40 ans, là aussi l'homosexualité ça existe depuis la nuit des temps, mais on n'en parlait pas trop, les homos vivaient cachés, donc pendant ce temps-là ça dérangeait personne, sauf que c'est pas une vie de vivre caché. Il y a 40 ans, ils sont sortis du bois, on a commencé véritablement, on a eu l'impression que c'était tout nouveau, ça n'était pas nouveau, avec les mêmes arguments que pour nous, c'est-à-dire on le voit notamment avec les VARS, donc, qui en fait, j'allais dire l'apprentissage aux relations sentimentales, amoureuses, sexuelles ou autres, qu'on essaie simplement d'expliquer aux enfants. Eh bien, à l'époque, en effet, il fallait surtout pas parler d'homosexualité parce qu'en fait, tous les enfants allaient devenir homo. Bon, on voit le résultat aujourd'hui, hein. Si seulement. Et voilà. Et là, c'est la même chose aujourd'hui. Il faut surtout pas parler des transidentités parce que tous les enfants vont devenir trans, comme si Si seulement. et comme si, en effet, avec ces mots qui nous énervent, qui sont insupportables, en disant que c'est un choix. Bah non, on n'a pas choisi ni d'être homo, ni d'être trans, c'est pas une lubie, c'est pas pour emmerder le monde. On est comme ça, un point, c'est tout. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une espèce d'agressivité qu'on sent de plus en plus. Et puis encore une fois, bah, comme vous disiez, hein, on n'est pas aidé d'un côté avec Poutine. Trump qui rejoint Poutine sur tout ce qui est en effet anti-LGBT. Et c'est le moins qu'on puisse dire parce que ben, moi j'avais même fait écrit un post là-dessus. Avec l'arrivée de Trump, moi ça me fait penser. Alors évidemment, on revient toujours à la Seconde Guerre mondiale, mais moi je suis passionné par l'histoire. C'est quand même fou quand on voit qu'il fait supprimer, alors c'est notre époque moderne évidemment, sur les réseaux sociaux, dans les banques de données et autres, toutes les données qui concernent notamment les transidentités. Moi ça me fait exactement penser aux nazis qui ont fait brûler notamment, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'école de L'Institut Hirschfeld. de sexologie d'Hirschen, exactement, où toutes ces données qui à l'époque étaient vraiment passionnantes parce qu'il n'y en avait jamais eu auparavant, tout a été brûlé par les nazis, comme si voilà, on voulait effacer des gens qui, encore une fois, ne font de mal à personne, demandent simplement à vivre. Et Trump a exactement eu, j'allais dire, version 2.0 ou 3.0, le fait voilà, de faire tout effacer avec tous les risques que ça comporte aussi sur le plan scientifique, sociologique, enfin, etc. Et c'est là, quand on parlait d'obscurantisme, qu'un pays quand même qui était vraiment tourné vers l'avenir, vers le progrès, bon, tout n'était pas parfait, c'est vrai, mais les États-Unis, moi je les compare pas mieux qu'en effet qu'à la Russie, voire à l'Iran, en termes d'obscurantisme en fait. Bah, il y a une régression et une volonté de régression, c'est-à-dire qu'il y a aussi un backlash politique qui est organisé, qui est en fait, dans le backlash politique contre les personnes trans, il y a aussi un backlash politique antiféministe. C'est que mais même pendant la manif pour tous, quand on nous parlait de la théorie du genre, etc., bah, la théorie du genre, ça vient de la pensée féministe radicale, de la fameuse seconde vague. Et en fait, c'est aussi que lorsque la Cour suprême britannique vient enchaîner l'identité à une donnée biologique, c'est aussi comment dire, un retour en arrière sur des années et des années de militantisme féministe pour justement sortir les personnes de l'enchaînement à ce qu'on projetait dans des réalités biologiques. C'est-à-dire que la biologie n'a jamais été une donnée qui prescrit des comportements sociaux, mais par contre, l'organisation des comportements sociaux a commencé à coder la biologie, alors que comme les femmes occupaient des positions subalternes aux hommes, on a commencé à dire non, mais c'est à cause de leur utérus. Et en fait, c'est un backlash qui est beaucoup plus général dans la société, dans laquelle nous sommes la pointe avancée de cet iceberg, parce qu'on est le monstre parfait à exhiber, quoi. Mais c'est beaucoup plus large. On voit beaucoup le retour comment dire, à la mode des tradwives, donc des femmes traditionnelles, comment dire, la montée de discours masculinistes, etc. Donc
à l'échelle générale de la société, il y a cette volonté, on va dire, de remettre l'ordre dans les frontières, donc avec les discours anti-migrants, et dans les corps, parce que ce sont aussi finalement les frontières de nos sociétés, quoi. Il y a une très bonne archive de l'INA qui est une interview de Simone de Beauvoir à qui on demande d'expliquer sa citation On ne naît pas femme, on le devient. Et elle a ces mots exacts. J'ai pas la source précise, mais elle dit Pour il la n'y a source, c'est Simone de Beauvoir. oui, 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 mais la référence de l'émission, je l'ai plus. Elle dit il n'y a pas de destinée biologique à être femme et toutes les décisions auxquelles on assiste, le fait d'empêcher l'accès à l'IVG, c'est en fait le fait de vouloir imposer cette destinée biologique reproductrice. Et quand on a un Emmanuel Macron qui parle du réarmement démographique, la ligne de mire, c'est un peu cette idée-là aussi. Néanmoins, je crois quand même qu'on est sur beaucoup de rétro-pédalage et que à l'échelle peut-être de notre communauté, on a réussi à construire des choses qui facilitent beaucoup, mine de rien. Ce qu'il faut prendre, on prend tout ce qu'on veut prendre. Et je crois notamment qu'aujourd'hui, pour les plus jeunes, même s'ils sont le point focal des politiques les plus anti-trans, certainement, il est beaucoup plus simple de s'envisager trans, au moins théoriquement, que ce qu'il était même quand moi j'ai commencé à avoir des intuitions. Ça se manifeste comment, des intuitions? Tu n'es pas obligé de répondre. Mais en fait, c'est même pas qu'elles se manifestent, c'est que moi, d'aussi loin que je me souvienne dans ma petite enfance, et c'est pas un cas absolu, mais j'ai toujours pensé à moi comme à une petite fille. Le problème, c'est que je me voyais bien que personne ne parlait de moi comme d'une petite fille, donc je pensais n'être que la seule petite fille dans ma configuration de petite fille. Moi, pareil. Hein. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, assez rapidement, on peut trouver des référents, du vocabulaire, des pistes de réflexion et d'émancipation pour que ça soit moins difficile à vivre et pour y trouver des réponses rapides et concrètes. Qu'est-ce qui vous manque actuellement pour vivre mieux? Eh bien, un certain nombre de droits. Il n'y a pas encore une égalité de droits. Il y a déjà des contraintes qui nous sont imposées qui ne devraient pas l'être. Et puis, Par exemple. par exemple, je crois qu'en France, aujourd'hui, donner son sang, c'est un calvaire quand on est trans. Moi, les quelques fois où j'ai essayé, ça fait maintenant quelques années, mais on m'a dit non, parce que j'étais trans, parce que traitement hormonal, parce que ceci. Ça a avancé, on a avancé là-dessus pour, je crois, les personnes homosexuelles. Bof. Ah ouais? Sur le papier? Oui, sur le papier. Ouais, bon, un peu la spécialité en France, c'est que sur le papier, ça va On mieux. aime bien le papier. Bon, mais surtout, en fait, on a une difficulté à faire entendre que des droits spécifiques doivent être accordés. La France, ce pays des Lumières, cette idée d'une république une et indivisible, fait que l'idée même de communauté est presque ennemie. Et de fait, quand on a une communauté trans un peu braillarde avec nos personnalités hautes en couleur et qu'on arrive et qu'on dit on a besoin de ces droits spécifiques qui ne marchent que pour nous et qui sont nécessaires pour nous, la République se sent presque attaquée, je crois. Mais dans les droits spécifiques, il faut déjudiciariser et faciliter le changement d'état civil, le changement de prénom. Il faut faciliter l'accès à un suivi hormonal, c'est encore très compliqué. Il faut faciliter l'éducation des services médicaux, des services administratifs, des services politiques. Il faut créer des moments d'éducation à la santé affective et sexuelle. Théoriquement, ici encore sur le papier, ça existe, mais avant que ce soit appliqué, que ça permette à tous les élèves, dans tous les cas identitaires, de s'entendre dire qu'ils existent et qu'ils vont déposer. Puis c'était retardé pour nous concernant la question trans. Ah oui, ça m'a retardé. C'était bien repoussé généreuse. maintenant aux lycéens et non plus, il faut surtout pas en parler aux collégiens. Oui. Je crois qu'il est Pour les important. doctorants. Je crois qu'il est important de créer des définitions plus claires. Aujourd'hui, la transphobie est techniquement un délit. La discrimination à l'identité de genre avérée ou supposée est techniquement un délit. On ne sait pas ce que c'est. Les juges sont ni formés et en plus de ça, ont des biais personnels qui font que c'est juste leur appréciation de si une chose est suffisamment transphobe ou pas. Avant d'arriver à une société anticarcérale, il faut aussi des pénalités qui soient mieux définies elles aussi.
Il faut subventionner les associations parce que c'est aujourd'hui elles qui font un travail que l'État ne veut pas faire. C'est elles qui assurent une survie. Les personnes trans sont en précarité alimentaire. Il y avait une étude de Princeton là-dessus qui l'avait montré. Ce sont les associations qui distribuent des colis alimentaires, notamment Accept ST. Il faut subventionner. Et on voit qu'on est complètement dans une dynamique inverse puisque la région Île-de-France veut retirer des subventions. C'est les urgences auxquelles je pense là tout de suite. Je vous laisse le micro. Bah, Il en manque toujours Non, je plein. t'ai plus. non, mais c'est clair que parce que les éléments de discrimination, c'est dans il y a nos interactions avec les pouvoirs publics, nos interactions avec, on va dire, les pouvoirs intermédiaires, c'est-à-dire que ce soit les patrons, que ce soit la santé, enfin même si la santé c'est aussi un peu les pouvoirs publics, mais voilà, et les interactions interindividuelles, on va dire. Et face à l'État, oui, il y a des mesures immédiates sur le changement d'état civil, sur voilà, la facilitation de l'accès à la santé, des meilleures protections salariales, parce que aussi une des causes pour les personnes qui vont retarder leur transition, voire même faire pause, des personnes qui détransitionnent, pas forcément parce qu'elles ne se considèrent plus trans, mais parce que simplement c'est pas vivable, Ce qui est la majorité des ce cas. qui est la majorité des cas, Mais qui est exploité politiquement. qui est exploité politiquement pour dire que, ouais, bon, encore un gros problème, mais un des problèmes principaux, c'est les pressions de l'entourage, et particulièrement la précarité économique, parce que en fait, la transition est un facteur assez large en fait, de discrimination à l'embauche, de discrimination pour le maintien de son propre travail. Donc il y a aussi, je sais que les syndicats ont fait pas mal de travail sur l'intégration des questions LGBTI, notamment LGB, mais aussi un peu T en ce moment. Mais il faut aussi les approfondir pour justement faire en sorte que justement cette cause principale de retour en arrière, de détransition, de pause, à cause de cette pression, de cette pression sociale, puisse disparaître et être allégée au maximum, quoi. Donc mais en fait, c'est trois échelons. Et en fait, j'ai tendance à dire que garantir les échelons en haut et intermédiaire permet aussi de garantir plus facilement un dialogue interindividuel. C'est plus facile de pas gueuler sur quelqu'un quand il te met genre si derrière t'as pas les papiers à changer, le médecin qui t'a encore dit des dingueries, le truc comme ça. C'est même d'un point de vue même psychologique, on est beaucoup plus, on va dire, tranquille pour traiter la question de la transphobie interindividuelle d'une personne qu'on croise si outre ça, le reste est déjà Et tu réglé, vois, par quoi. rapport à ce que tu dis, Cassandre, il y a vraiment un point qui pourtant est d'une simplicité énorme, mais à chaque fois, c'est la faute de l'informatique. Puisque tu parlais en effet du mégenrage, donc c'est en fait quand on n'est pas appelé et par son bon prénom et par les beaux pronoms, eh bien, il suffirait tout simplement, et moi je le vois avec les hôpitaux, alors il y a quelques-uns qui essaient, c'est de mettre le prénom d'usage. Et c'est pas compliqué, même si en effet sur la carte vitale, on a encore le prénom de naissance, mais qu'on n'a pas le prénom d'usage. Il suffit d'ajouter sur les papiers tout simplement administratifs, prénom d'usage. Et alors, Je crois que la défenseur des droits donc, a produit une décision cadre dans laquelle Ah, elle qui dit que la civilité ne fait pas partie de l'identité. Oui. Oui, C'est ça. exactement. Et c'est ça qui est. Donc Enfin, on n'a pas besoin de mettre Monsieur Ludovic Pochon, c'est ça, ni c'est Ludovic que Pochon, quoi. Bah, c'est en ça, fait- légalement, la civilité ne reflète pas le sexe et l'état civil, en fait. C'est une formalité, mais c'est pas. Bah, d'ailleurs, il y a une avancée. Moi, j'avoue que j'avais pas fait trop attention, mais puisque bah, moi aussi j'ai une déclaration de revenus à faire, euh, et ben, Désolé. j'avais constaté en fait, mais j'avais jamais fait attention qu'en fait sur les déclarations de revenus, il n'y a plus monsieur, il n'y a plus madame. Et c'est une des rares administrations en fait où en effet la civilité n'apparaît plus. Et aussi, et moi je veux en venir vraiment à ce prénom d'usage qui est vraiment un truc qui pour moi est hyper important parce que j'ai vraiment vécu au moment où ma carte vitale n'était toujours pas Toi, modifiée. tu as changé, il y a eu un jugement. Il y a eu un jugement. Ça, alors là, c'est pour ça quand notamment Alexis reparlait en effet de tout simplement déjudiciariser. C'est ce qu'on demande tous et toutes. On est entouré de pays qui l'ont fait, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, enfin Malte, l'Irlande, le Canada, etc., etc. Même l'Argentine, l'Uruguay. Enfin, Oui, oui, exactement. Et où ça se passe très très bien. Mais exactement. Et Ça coûte de l'argent en plus tout ça. En instruire, Argentine, l'État est tenu de changer tous tes papiers dans les 72 heures. T'es en mode, oui, s'il vous plaît. ben oui, mais et c'est ça. Et je vois pas où est le problème en plus, parce qu'il faut quand même repenser à une formule d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne. Alors en plus, on s'est toujours demandé
Et pourquoi il avait dit ça? Pourquoi il avait dit ça Redis-le peut-être. sur l'île de Sein, en plus, sur l'île de Sein, bon, c'est peut-être parce qu'il y a Sein, mais sur l'île de Sein, il n'y avait aucune raison d'évoquer les trans et de dire, ah, vous vous rendez compte, ils veulent même passer simplement par la mairie pour changer leur état civil. Bah oui, et alors? Et il disait que c'était ubuesque. Donc on est tous ubuesques, mais ça se fait facilement, il suffit que ce soit déclaratoire. Et quand on voit en effet l'engorgement de la justice, où maintenant, d'après les statistiques, je crois qu'il y a plus de 90% de changements d'état civil qui sont acceptés. Donc franchement, libérez-nous de cette contrainte qui est vraiment ridicule. La loi de 2016 a fait beaucoup avancer les choses avec le changement de prénom, bon, qui ne concerne pas que les trans, hein, où là, on va voir l'officier d'état civil, et puis avec 2-3 déclarations, on a le changement de prénom. Pourquoi pour l'état civil, il faut encore passer, donc état civil, ça veut dire simplement changer notre acte de naissance, tout simplement. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quel bonheur quand le M devient F ou le F devient M. Mais encore une fois, ça, franchement, on n'a pas besoin de passer par un juge. C'est exactement comme l'affaire avec les psychiatres. Pourquoi fallait-il, et il y en a encore des médecins qui demandent, passer par un psychiatre pour considérer qu'on est un bon ou une bonne trans? Pourquoi faut-il passer par un juge pour considérer, ah bah oui, ça c'est un bon trans, c'est une bonne trans, donc elle peut changer d'état civil? Enfin, c'est aberrant. Et c'est des trucs tout simples, hein. Encore une fois, le prénom d'usage, la déjudiciarisation, et ça montre aussi le progrès qui peut exister. Et comme tu le disais très bien, Lexi, dans le pays des Lumières, où on a l'impression qu'elles sont un peu éteintes Mais il y a par aussi moment. des gros enjeux sur les questions de parentalité. Ouais. Les Alors ça, personnes tout à trans fait. n'ont pas les mêmes droits reproductifs que les personnes cisgenres, et c'est tout un calvaire de parcours administratif et légal pour être reconnu dans sa parentalité en tant que personne trans, qui fait que certaines personnes qui ont donné naissance à leur enfant doivent abandonner leurs droits parentaux pour réadopter leur enfant pour être reconnu Ça, dans leur c'est genre. ignoble. C'est absolument C'est ignoble. ignoble. Comment on peut adopter son propre enfant? Mais C'est c'est inhumain, en Et plus. ça rejoint complètement ce que tu disais sur à quel point, en fait, ça recoupe les questions féministes de droits reproductifs. Et à mon sens, toutes ces mesures, tous ces vides, tous ces petits moments de ciblage, de difficultés qu'on nous impose, elles révèlent d'une forme d'eugénisme social, en fait. Et pour revenir sur la question de l'état civil, c'est que ce qui est assez intéressant, c'est que la façon dont nos parcours de transition sont balisés, c'est presque à l'inverse de la façon dont ça devrait être réfléchi. Parce que avant la loi de modernisation donc, de la justice du XXIe siècle en 2016, qui a donc démédicaliser, c'est-à-dire que bon, avant, il fallait montrer une preuve d'opération irréversible. Alors très Ouais, de souvent, stérilisation, en oui, en fait, fait, de stérilisation. stérilisation. C'est-à-dire que typiquement pour un homme trans, ça peut être très bien, je sais pas, la torsoplastie, voilà. Mais non, c'est La suppression des systématiquement, seins. est-ce que tu as eu une opération en bas, quoi. Bref. Mais bon, fort heureusement, ça a été abrogé. Mais en fait, parce que dans cette période-là, les gens allaient faire des chirurgies pour obtenir des papiers. Alors que ça devrait être l'inverse, puisque typiquement, quand je parlais de discrimination à l'embauche, etc., c'est aussi le fait que les papiers ne correspondent pas à notre présentation qui font que les gens vont avoir un doute. S'ils voient, ah, c'est une femme et alors, elle est un peu. Mais bon, tu sais, ça va, parce que si, quand on est en début de transition, que on est encore un petit peu. On a un passing encore un petit peu. Entre deux, enfin voilà, c'est le temps que les hormones fassent effet, etc. Les gens vont beaucoup moins avoir des doutes si la carte d'identité a dit non, c'est une femme. Ok, d'accord, c'est une femme, elle est peut-être un peu masculine, mais c'est une femme. Et du coup, le problème, c'est que c'est l'inverse, c'est que si, en fait, les papiers peuvent être là aussi pour dire aux gens non, non, c'est bon, tu peux faire confiance, c'est l'État qui te le dit, c'est moi. Et très souvent, les gens ne se posent pas de questions s'ils n'ont pas un indice. Et généralement, l'indice, c'est les papiers. Et c'est un indice qui leur permet de se dire aussi, ah ben je peux, puisque l'État non plus ne te respecte pas. Et donc en fait, c'est ça, c'est que presque limite de changer les papiers devrait être le premier truc le plus accessible, parce que c'est ce qui permet derrière d'avoir accès à tout le reste, d'avoir accès au reste des remboursements auprès de la Sécu, d'avoir accès au travail, etc. Sans que ce petit détail, qui peut paraître un petit détail, parce que parfois on a l'impression de pinailler quand on milite sur vraiment des détails, des formulaires, des trucs comme ça, mais qui font ces petits détails qui peuvent nous mettre en danger, parce que ça va nous outer. Attends, j'ai une question, petit détail très très précise de Kyle. Kyle qui a des questions vraiment existentielles. Salut Kyle. Kyle qui dit, j'ai une question. Quand on est reconnu trans, est-ce que notre NIR, le numéro de sécu, change de 2 en 1 ou de 1 en 2? Est-ce que le numéro de sécu change en fait? Oui. Ah bah oui, tout à fait, bien Mais sûr. il faut avoir fait le changement à l'état civil et il faut le demander à la sécurité sociale. Tout se met pas à jour automatiquement, c'est terrible. Et c'est pour ça qu'en fait, quand tout à l'heure on parlait de mégenrage,
c'est là que ça se produit. Si ça vous intéresse, en 2 mots, tout simplement une anecdote que moi j'ai vécue, c'est quand j'ai fait mon opération de féminisation du visage, où en effet l'hôpital n'avait pas changé, n'avait pas encore changé mon identité. J'étais encore sous mon prénom précédent, j'étais encore avec un M, alors que j'avais déjà des papiers en F. J'avais quand même demandé 3 fois à ce que ce soit changé. Et arrivé sur la table d'opération, c'est quand même le pire. Donc moi j'avais mon petit bracelet, comme pour les opérations, marqué Béatrice. Mais visiblement, moi je ne connaissais pas les papiers. J'étais encore avec mon prénom ancien, le day name. Et l'infirmier anesthésiste, qui véritablement, je pense, était transphobe, n'a pas cessé de m'appeler, de mégenrer, de m'appeler monsieur. Monsieur, vous pouvez vous retourner un petit peu? Monsieur, attendez. Et à chaque fois, je lui disais non, c'est madame, c'est Béatrice. Ouais. Et puis en fait, il faisait strictement rien. Et après, quand est arrivé l'anesthésiste, vous appelez comment? Béatrice Denas. Ah, il y a un problème sur mon papier, vous êtes Bruno Denas, je vais quand même donner mon day name. Donc je ne peux rien faire. Donc, vous vous rendez compte? Enfin, c'est quand même fou. Je me faisais opérer. En plus, j'allais vraiment C'est extrêmement j'allais Littéralement tranquille. extrêmement angoissant, c'est Et extrêmement là, humiliant d'un seul par coup, ailleurs. mais je me suis d'ailleurs, ils ont eu un mal fou à me piquer après parce que j'étais Ouais, tellement bah contracté Ouais. de cette situation. Alors, encore une fois, c'était pas grand-chose. Il suffisait tout simplement de faire ce changement. Et alors, pour terminer l'anecdote, parce que ça va faire sourire, c'est qu'en fait, il y a une infirmière très sympa qui dit bon, vous inquiétez pas, je vais vite aller à l'administration changer votre Pas votre prénom. d'anesthésie, un coup sur la Et tête. non, donc j'ai quand même attendu une demi-heure. C'est quand même pas très agréable dans un truc avec plein de tuyaux tout autour de soi. Et donc on s'est un peu demandé pourquoi c'était si long. Et l'infirmier qui arrive en disant ah, je suis vraiment désolé, mais c'est vrai que j'étais la première à être opérée. En fait, c'est un stagiaire qui était à l'administration, il n'avait pas les droits informatiques. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que ça a quand même C'est été souvent la faute du stagiaire quand c'est même. c'est souvent l'affaire du stagiaire, mais il n'empêche que c'est quand même très dur. Et ce serait tellement simple, encore une fois, de régler le truc. Et en tout cas, maintenant, je suis très fier d'être numéro 2 dans mon numéro INSEE. Bienvenue au club. Je suis encore numéro 2 personne. Dans vos rapports avec les médecins, vous avez, vous avez mais non, vécu c'est des que, situations Je suis similaires? le seul A Oui. en fait. Je suis jaloux, arrête. Non, mais parce que quand la France a changé cette loi, donc quand elle a modernisé la justice, c'était parce que la France avait été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises. Et en fait, la Cour européenne des droits de l'homme avait pointé du doigt le fait que ça contrevienne à la vie privée. Mais parce qu'en fait, on a l'impression, bon, respecter la vie privée, tu sais, c'est comme quand tu acceptes les cookies sur un site internet. Mais en fait, ce droit à la vie privée, il est fondamental parce que c'est ce qui va, comme je disais, c'est ce qui va permettre à des gens de s'arroger le droit de ne pas te respecter, de s'arroger le droit de se dire de toute façon cette personne n'a pas ses papiers en règle, a l'air un peu bizarre, l'État ne la respecte pas, donc moi je peux ne pas la respecter. Donc c'est pour ça que derrière cette question du droit à la vie privée se pose aussi la question de notre sécurité directe en fait et immédiate. Ah oui, totalement. Tu parlais de ces 3 échelles, en quelque sorte, de comment se construit et s'articule la transphobie. Tous ces petits décalages de papier, ces petites attentes de décision, ces délais, ça a comme conséquence des choses comme le fait que il y a une étude britannique de 2018 qui montrait qu'un tiers des patrons de petites et moyennes entreprises refusent d'embaucher une personne trans parce qu'ils estiment qu'elle n'est pas digne de confiance parce qu'elle est trans. Une autre étude de Forbes qui date elle de l'année dernière, et Forbes est loin d'être de parti pris trans inclusif, montrait que l'écart salarial est plus important entre une personne trans et une personne cis qu'entre un homme cis et une femme cis. Donc ça a des conséquences sur notre précarisation économique très concrète. Donc on est sur une échelle ici systémique, sociale, et que par exemple quand on est dans notre vie quotidienne et qu'on va aller chercher un colis qui est mis à notre nom, alors que la carte d'identité n'a pas encore été changée, la Poste se donne le droit de ne pas nous donner notre colis. Que par exemple quand... j'ai oublié mon deuxième exemple. Ah mince. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on est obligé de faire notre coming out en fait, à des gens justifier qu'on le ne truc. connaît pas. Le deuxième exemple, c'est par exemple quand on va à la pharmacie avec une ordonnance à un nom, une carte d'identité à un autre, une carte vitale à un autre, ou avec un chiffre qui correspond pas à notre apparence, des pharmaciens, des pharmaciennes se donnent le droit de nous demander pourquoi on prend ce traitement, avec des fois des refus de les distribuer. Et dans le cas des traitements hormonaux, en plus de ça, il y a régulièrement des pénuries. Et parfois, quand on fait face à des pharmaciens, des pharmaciennes, on ne nous donne pas nos traitements hormonaux sous... j'ai eu plusieurs retours, moi, sur Instagram, dans les périodes de pénurie, où les pharmaciens, les pharmaciennes se donnent le droit d'estimer si c'est nos cas qui méritent d'avoir... Qui sont prioritaires. Ouais, qui sont prioritaires ou pas.
Donc, en fait, ça a des conséquences au quotidien qui peuvent être parfois dans la même journée, tout va se superposer. Et c'est, quand je parlais de charge mentale tout à l'heure, c'est un épuisement. Donc, quand en plus de ça, après, on a le droit à des constructions de discours médiatiques sur le fait qu'on serait euh, trop tatillon, qu'on serait capricieux, capricieuse, qu'on serait toujours à chercher la petite bête, qu'on serait jamais content. Mais en fait, il faut imaginer un quotidien où tout est rendu plus compliqué sans raison. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs aussi le stress de minorité, qui est vraiment une réalité qui existe, bon, qui touche pas que les trans, hein, ça touche aussi les personnes racisées, enfin toutes les minorités. Et là, il faudrait, enfin, moi, c'est ce que j'explique aussi dans mes conférences, c'est qu'en fait, là aussi, par rapport vraiment à ce que tu disais, Alexis, où on serait des gens casse-pieds, des gens susceptibles, c'est vrai, mais c'est vraiment ce stress de minorité, parce qu'on a tellement intégré, même si on ne le vit pas forcément au quotidien, mais on a tellement intégré cette société qui, en fait, ne nous aime pas vraiment, et avec tous ces Et parfois jusqu'à intérioriser qu'on est un problème pour les autres. Exactement, Bien sûr, exactement, en intérieur. Et c'est vraiment le principe du stress de minorité, c'est qu'on intériorise et ça nous rabaisse aussi intérieurement en se disant, voilà, on est vraiment un problème pour la société ne nous aime pas. Et, et c'est comme ça notamment, et le pire, et on le voit dans les études, le pire c'est pour les plus jeunes, parce qu'en fait, c'est ça qui provoque justement des dépressions sévères, des tentatives de suicide, où là, en effet, tous nos opposants, alors en plus, ça aussi, ils ont un don pour inverser les choses, puisqu'en fait, on sait très bien qu'il y a 10 fois plus de risques d'une personne trans de faire une tentative de suicide, et en disant, attention, surtout, il ne faut pas que vos enfants deviennent trans, parce que s'ils sont trans, ils vont tenter de se suicider. Mais non, s'ils tentent de suicider, c'est pas parce qu'ils sont trans, c'est parce qu'on vit dans une société où en effet l'acceptation n'est pas vraiment évidente. Même, enfin moi je connais vraiment des cas de jeunes dans une famille aimante, dans des lycées où ça se passe vraiment bien. Et puis il suffit d'un tout petit truc, comme par exemple pour une jeune fille que je connais bien et qui, au moment de l'appel pour le bac, la prof s'est trompée et pourtant elle savait qu'en effet c'était une fille trans, a donné son prénom de carte d'identité et dans la classe il y en a quelques-uns qui ignoraient qu'en fait elle était une jeune fille trans, qui ont commencé à se moquer d'elle, elle a harcelé et évidemment, eh bien, quelques temps plus tard, elle a fait une première tentative de suicide. Donc voilà, ce stress de minorité, c'est qu'on intègre véritablement le fait qu'on se sent rejeté, même parfois peut-être caricaturellement parlant, mais il n'empêche qu'on le ressent. Et ça, il faut vraiment que les institutions, que notamment les hôpitaux, qu'à l'école, on le comprenne et qu'encore une fois, on n'est pas franchement des gens chiants, mais que voilà, on a des choses qu'on ressent et qu'on aimerait être respecté. C'est tout simplement ça. Moi, des tentatives, j'en ai fait 3 avant l'âge de 20 ans. Parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être trans. Si on me laissait être trans, ça ne serait jamais arrivé. Et quand j'en parle, souvent, on me ramène, ah oui, mais c'est parce que tu te sentais mal dans ta peau, c'est parce que... Non, c'est parce que, en termes de santé publique, rien n'est fait pour nous laisser être trans. La question du suicide trans qu'on nous ramène à une question très interpersonnelle, très émotionnelle, est une question de santé publique. Et les pouvoirs publics doivent y répondre. Il est 18h01, passé de 53 secondes. Chers amis, qu'est-ce qu'on dit aux jeunes et qu'est-ce qu'on dit à Monsieur Macron? Bah, ce qu'on lui dit, c'est simplement de nous Monsieur écouter. Macron, qu'est-ce qu'on dit au pouvoir public en réalité? Oui, voilà, tout simplement. Et c'est ce que S'en fout, je monsieur passe Macron. mon temps à faire, aussi bien au sein des ministères que des institutions comme l'assurance maladie ou autres. C'est, voilà, écoutez-nous. Et encore une fois, moi, mes revendications, elles ne sont pas énormes, mais je pense que pour nous toutes, c'est pas énorme. C'est encore une fois le fait qu'on ne nous casse pas les pieds avec des points de détail, des problèmes. Il faut qu'on soit, par exemple, si on prend le cas, bon, avec mon association, c'est quand même un de nos thèmes sur le plan de la santé, c'est qu'il n'y ait pas de discrimination entre une personne trans et une personne cis, donc non trans. Il n'y a pas de raison, en fait. Et systématiquement, d'ailleurs, quand ça s'est produit, l'assurance maladie a perdu tous ses procès. Donc, voilà. Et puis, par exemple, la déjudiciarisation, ça aussi, c'est pas des choses compliquées à faire. Ça va pas coûter cher et même au contraire, ça fera faire des économies à l'État. Voilà, il y a plein de petits points. Et moi, franchement, je terminerai là-dessus. C'est simplement qu'on soit respecté. Laissez-nous vivre. Merci, Béatrice Denesse. Lexi. Moi, je crois que le mouvement et tout ce qu'a pu mettre en place la communauté trans a réussi à exister même sans reconnaissance d'État et continuera à exister même si on nous retire une reconnaissance d'État. Donc à ce stade, juste
écoutez-nous et faites exactement ce qu'on vous dit de faire. Et pour citer un membre de son gouvernement, tout va bien se passer. Merci Lexi Cassandre. Bah moi, aux jeunes, j'ai envie de dire, on a survécu aux nazis, on a survécu aux lois contre le travestissement, on a survécu au sida. On va bien pouvoir survivre à tout ça. Il faut trouver une communauté. Choisissez-vous une famille et voilà. Et à Macron, j'ai envie de dire, c'est pas parce que il y a eu des rumeurs sur ta femme que tu es obligé d'en vouloir aux personnes trans. C'est Salaud. pas notre faute, justement. Si tu dénonçais peut-être un peu plus la transphobie, tu pourrais peut-être t'en sortir sans devoir te venger sur nous. Merci. Tu es une ignoble personne. 18h03, 7h53 secondes. Merci les amis, merci de nous avoir fait l'amitié de vos témoignages, merci de continuer à vous investir Merci pour que le Loïc. monde aille un peu mieux. Merci aussi de parler pour ceux qui ne peuvent pas toujours le faire. Merci de le faire avec autant d'énergie, de constance et de patience. Je vous fous dehors. Ouais, Je vous allez. remets dans les bras toniques, énergiques de Camille Rio. Votre fille d'Ariane, dans les méandres pleins de mystère et de talent, certainement de la maison de la radio et de la musique. 18h07, passé de 13 secondes. Merci d'être resté avec nous alors qu'il fait beau dehors et que peut-être sonne pour vous l'heure des congés, des vacances, des temps heureux, des retrouvailles alanguies avec votre moitié ou le temps suspendu d'un fugace flirt fleuri. C'est une assurance en F sur le sable brûlant d'une plage endormie. Bref, c'est l'été. Et l'été, c'est aussi une saison où l'on s'aime, où l'on se désire, où l'on s'acoquine. Pas plus que l'hiver, l'automne et le printemps, mais certainement pas moins. Et en tout cas de façon un peu plus franche, puisque pendant les vacances, on a l'esprit normalement un peu plus libre. Alors on va pas parler de comment draguer à la plage, vous allez voir quand même un peu si, on va plutôt parler de comment ne plus draguer comme avant à la plage. Et plus sérieusement, encore que la drague à la plage c'est peut-être une chose sérieuse, on va parler de ce qu'on pourrait se souhaiter de mieux pour nos amours, pour nos sexualités, pour nos manières de séduire et d'être sous la couette. On va prendre notre sac de rando, on va prendre nos jumelles, une grande bouteille d'eau, de ce que vous voulez, et je vous propose d'aller marcher sur les itinéraires bis des relations amoureuses et d'aller voir en chemin ce qu'on devrait lire sur les panneaux de signalisation. Sur ces panneaux, en gros, en rouge, en gras, en grand, des panneaux de signalisation sur lesquels, avec un peu de bonne volonté et puis peut-être même sans lunettes, on trouvera sans doute un peu de bienveillance, un peu de respect pour soi, un peu de respect pour l'autre, un peu d'inclusivité, quelques réflexes, beaucoup moins de complexes et à n'en pas douter, à la fin, certainement, beaucoup de bonheur. Salut Mimi. Salut. Myriam Mimi Hegel, créatrice de contenu, streameuse, autrice, podcasteuse. J'ai oublié des trucs. C'est déjà bien. Tu te passionnes pour les questions de masculinité, l'égalité des genres, le féminisme optimiste et tu as commis chez Hugo Doc, Ils vécurent heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro. Puis on va en parler un peu parce que c'est toujours rigolo. À tes côtés, Anthony Vincent. Salut Anthony. Bonsoir. Tu es journaliste spécialisé sur la culture, la mode, la beauté, les questions queer et l'identité. Tu as bossé pour Tétu, Le Fig, Les Inrocks, Vanity Fair, Vogue, GQ, Mix, Antidote et j'en passe. Non, je t'ai plus. Et tu as commis aux éditions Point, Peau Noire, Masque Arc-en-Ciel. C'est paru dans le collectif PD, dont on a parlé Exactement. l'année dernière. Et Kitri, salut Kitri. Très heureux de te Salut. retrouver, Kitri Chadefaux. Moi aussi. T'es conférencière TEDx, t'es formatrice, ingénieure pédagogique sur les sujets de diversité, inclusion et prévention des violences. Tu es l'autrice et heureuse animatrice du podcast La Chose étrange, qui existe toujours. Qui existe Ah toujours, oui, plus que jamais. et qui cartonne évidemment. C'est un podcast d'éducation à la vie relationnelle, émotionnelle et sexuelle par et pour les ados et jeunes adultes. J'ai tout bon, on peut y aller, tout va bien. Tout est coché. Bah alors on part à la plage, c'est promis, mais on va vite la quitter, parce que c'est un moyen très habile de raccorder péniblement notre sujet à l'actu caniculaire. Est-ce qu'en 2025, il est encore raisonnable de draguer à la plage, Mimi? Il y a plusieurs questions dans ma question, bien sûr, et vous avez 2 heures. C'est moi qui commence. Il faut Vous que êtes tu ravis répondes Bon par courage. oui ou par non. Désolé. Alors d'un côté, est-ce qu'il a déjà été raisonnable de draguer à la plage? Mais aussi, pourquoi ne pas draguer à la plage? L'endroit importe peu si tant est qu'on a un peu de bon sens et qu'on arrive à lire le langage non verbal ou parfois très verbal de la personne qui le souhaite pas être draguée à la plage et qui a bien le droit. Oui, je pense que tu as raison, c'est hyper important d'être attentif. C'est un thème de philo, vous avez Attentif. vu. Hein. Vous vous occupez pendant 50 minutes, alors. Mais Soyez prolixe. Ça. Mais je pense que la plage, c'est aussi un espace où on peut se sentir relativement vulnérable parce qu'on est potentiellement à moitié nu, avec des proches ou pas. On peut aussi venir seul sur sa serviette et être dragué sur la plage alors qu'on est à moitié nu. Je pense qu'il y a plein de gens que ça peut mettre mal à l'aise. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être attentive à des gestes de recul et le langage non verbal, effectivement, qui montrerait qu'il n'y a pas de consentement. Enfin, même la drague, en fait, je pense que le plus important, c'est de voir si la personne en face est réceptive, attentive et à l'écoute aussi. Pour engager une discussion un peu séduisante, quoi. C'est bien, vous préouvrez tous les tiroirs qu'on va ouvrir pendant 1 heure. Qui trie. Bah, j'aime bien parce que tu as parlé de drague et tu as parlé de séduction dans la même phrase. Et il y a notamment Noëlla qui tient le compte Nos Alliés les Hommes sur Insta, qui avait fait un super post sur c'est quoi la différence entre la drague et la séduction. Et à la limite, peu importe les termes, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'elle disait derrière. Et en gros, elle disait que la drague, c'était complètement souvent unilatéral. C'est quelqu'un qui vient servir de quelque chose chez l'autre. Genre, je te drague parce que, je sais pas, j'ai envie d'une partie de baise, parce que j'ai envie de rassurer mon ego, parce que
Je veux J'ai faire le envie de fier devant rencontrer mes quelqu'un, potes. j'en sais rien, il peut y avoir des nobles envies derrière tout ça, mais en tout cas c'est très unilatéral. Et du coup, la séduction, c'est un jeu qui se joue à deux, et du coup c'est là où viennent les notions de consentement, c'est là où il faut être attentif à ce dont l'autre a envie ou n'a pas envie, et voilà. Donc en fait la vraie différence c'est le consentement, et c'est le fait d'être à un ou à deux, en gros. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas compliqué, je pense, de sentir si la personne est réceptive ou pas. Et j'aime bien cette image de la séduction, c'est un jeu à deux. La drague, c'est unilatéral. En plus, je sais pas étymologiquement si ça vient de là, mais en tout cas, c'est le même mot que draguer, ce qui est vraiment péché, genre tirer de l'eau quelque chose contre sa volonté, quoi. On drague le fond des rivières, on drague le fond de la mer, on fait du Il y a chalutage aussi profond. l'idée qu'on va chercher un petit peu tout, puis qu'on va Oui, aussi, chercher, oui. voilà, On il y a de la pêche boue, des en bouts de gros. fer, des mobylettes, et puis, On fait le tri après. Mais on, Voilà. et puis on dit se faire draguer, qui est un truc très passif justement, tu vois. Et en fait, c'est pas compliqué de savoir si quelqu'un est réceptif. Ne croyez pas tous les gens qui veulent vous vendre des manuels de comment séduire et comment savoir si les femmes vous désirent ou si l'homme vous désire. En fait, c'est tout comme quand on essaye de se faire un pote ou de passer d'une relation, je sais pas, de collègue à un peu plus proche. On lance une perche ou deux, la personne réagit ou pas, et voilà, on passe à autre chose, quoi. Il n'y a pas de science miracle derrière. Comment savoir si la personne est intéressée ou pas? T'as pas une méthode en 3 points, un truc comme ça? les yeux se Abonnez-vous à ferment mon à moitié, ils Patreon, transpirent. Mais d'autant plus à la plage, en fait, qu'est-ce qui vous séduit chez la personne si ce n'est uniquement son physique, en fait? Ou peut-être que c'est sa manière de faire le dos crawlé ou la brasse, Le papillon. ou le maillot de bain, peut-être, un maillot de bain très attrayant. Mais en tout cas, à la plage, c'est pas un espace où on est attiré par l'intellect des gens, puisqu'on ne peut pas briller par sa manière de faire des mots fléchés ou des sudoku sur une plage abandonnée, quoi. Malgré les coquillages et crustacés, je pense que c'est hyper important de se rendre compte aussi que la séduction, je pense qu'elle est beaucoup plus flatteuse quand on montre de l'intérêt pour l'autre, pour la personne qu'elle est, sa singularité. Et je pense que c'est difficile quand on est juste allongui sur une serviette, quoi. Donc c'est important de s'intéresser à l'autre. Et si je devais donner des conseils pour séduire, je dirais oui, justement. Allez, Prenez des conseil notes. d'Anthony Vincent. Allez. Non, mais parler d'autre chose que son travail, surtout que la plage, c'est un espace où on n'est pas en train de travailler. Donc parler Ouais. d'autre chose, généralement, c'est les vacances. Là, c'est l'été, on a envie de parler d'autre chose que son travail. Et définissez-vous autrement, caractérisez-vous autrement, s'il vous plaît, pitié. J'adore parler de mon boulot, pourtant. Je suis d'accord avec toi, surtout que au final, moi, j'ai beaucoup eu d'expériences de la plage en famille, en fait, jusqu'à assez tard dans ma vie. Donc le concept de drague à la plage, ça m'était complètement étranger parce que je vais pas draguer au milieu de mes tatas du bled et à côté de mon daron en slip de bain. Donc la seule vision que j'en avais, c'était les petits gars sur la plage qui sont là, mademoiselle, et ma gazelle. J'étais là, non merci. Et après, il y avait ma tante impressionnante qui venait les faire fuir et c'était rigolo. Et en fait, j'ai été assez tard à la plage en tant qu'adulte avec des adultes et j'ai découvert un peu les bars de plage, le fait de pas être juste sous une quarantaine de parasols avec 12 glacières et des sandwichs parce que juste on vient en tribu. Et du coup, j'ai vu, ok, je comprends comment on peut effectivement séduire et pas draguer à la plage parce qu'en fait, il y a des espaces de sociabilité, il y a potentiellement des occasions de ah tiens, il nous faut un joueur pour faire un beach volley en plus, ou ah tiens, t'es plongé dans ton bouquin, tu lis quoi? Enfin, c'est pas. Encore une fois, c'est pas sorcier de trouver quelque chose d'autre à dire que bien, bien, ce qui est pas bon. Ouais, et puis moi qui bosse avec les ados, quand même, la plage et l'été, c'est aussi un espèce de rendez-vous qui est vachement synonyme de liberté, tu sais, c'est ces premiers instants de liberté. Et puis la plage, on va se le dire quand même, c'est hyper sensuel. Enfin, tu vois, tu le dis, on est à moitié à poil, bon, c'est déjà un truc. Enfin, je sais pas, il fait chaud, ça sent la crème solaire. Je pense qu'il y a un truc de sensorialité qui est hyper fort. Après, on en revient, tout dépend de comment on l'approche, quoi. C'est-à-dire que évidemment que c'est un endroit où on potentiellement va faire des rencontres, on va avoir nos premiers émois amoureux ou nos centièmes émois amoureux. Mais il y a un truc qui se passe, c'est sûr. Donc après, on en revient toujours à la façon dont on le fait et dont on l'approche, quoi. Comme tu dis, de ne pas faire en regardant le cul de notre voisine ou de notre voisin, s'il vous plaît. La barre est très basse, mais Ouais. vraiment, vous pouvez passer au-dessus. Ouais. Et tu as raison, il y a un truc de vulnérabilité aussi, parce que encore une fois, on est à moitié nu et qu'on n'est pas tous égaux par rapport à notre rapport au corps, par rapport à notre capacité à nous... Ouais, on est vulnérable, quoi. Il y a un truc... donc, je pense qu'il faut être d'autant plus vigilant dans ces espaces-là, j'ai l'impression. Est-ce que notre rapport au corps a changé? On est en 2025. On a eu l'impression qu'il y a une libération des corps. Il s'en trouve pour dire qu'on revient un petit peu en arrière. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas à moi d'en juger, mais est-ce qu'on le constaterait? Alors, vu l'échancrure des bikinis sur les sites à la mode, On je est toujours dirais dans le pas thème de la qu'on- séduction et de la plage. Je dirais pas qu'on revient en arrière et qu'on revient à des maillots de bain couvrants du 19e siècle. Il y a vraiment très peu de tissu. Mais je pense que, et ça, je trouve ça c'est chouette,
on a plus d'options pour pour les personnes, et notamment les femmes, qui souhaitent ne pas être hyper découvertes. Moi, quand j'étais ado, il n'y avait pas tant d'options. Il y avait maillot de bain, une pièce un peu sportif, et il y avait des bikinis, quoi, assez dénudés. Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a plus de choix avec des jupettes, avec des shorts. Moi-même, j'ai acheté un maillot de bain qui est certes un bikini très, très mini, mais qui vient avec une jupe. Et du coup, en fait, dès que je sors de l'eau, je peux me sentir couvert, je peux m'asseoir comme je veux sans avoir peur qu'il y ait une partie illégale de mon corps qui sorte. Donc je trouve que c'est bien d'avoir de plus en plus de choix. Après, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on voit moins, c'est le topless. Je pense que c'est, moi, de mon impression, c'est quand même pas mal drivé par des questions de santé et la sensibilisation à l'impact du soleil sur les risques de cancer du sein et tout. Ça Mais n'est pas c'est une vrai, injonction. je sais pas, c'est en tout cas, moi, je sais Non, mais il y a que probablement un peu des entre deux. il y a 15 ans et maintenant, ce qui a changé dans les femmes qui m'entourent, c'est la perception de mettre ses seins au soleil, c'est prendre des risques pour sa santé. Mais d'un autre côté, c'est aussi des femmes qui vont bronzer à 13h sans crème solaire, donc c'est pas C'est ça. le capital soleil, tout ça. Après, il y a peut-être aussi une pudeur dans le sens où peut-être qu'il y a une peur de comment les gens, et notamment les hommes, réagiraient si je me mettais topless, sachant que je vois aucune autre femme le faire. Et moi, les rares fois où j'ai pu nager seins nus ou toute nue dans des criques un peu isolées et tout, c'était entre femmes, généralement, avec des copines ou des membres de ma famille, et c'était hyper libérateur. En vrai, j'étais là, oui, ok, le capital soleil et tout, mais juste avoir les tétons dans l'eau, ça fait du bien. Et pas avoir à se dire, ah, est-ce que s'il y a une vague, machin, ça va tomber. Donc, oui et non, je dirais. Il y a plus de tissus pour celles qui en veulent, il y a moins de tissus pour celles qui en veulent pas. Et par contre, il y a moins de seins à l'air sur la plage. Ouais, puis je pense que ça dépend où, parce que c'est la petite minute où je raconte mes vacances, mais en Espagne, à Minorque, etc., pour le coup, moi j'avais été hallucinée de voir justement le nombre de filles qui sont topless et en string. Et c'était comme ta petite balade seins nus dans l'eau, c'est hyper libérateur, parce qu'en fait, tout le monde s'en cogne. Ouais. Et C'était à Majorque, ma petite balade sans Et ben voilà, donc Comme tu vois, et ça fait du bien en fait, parce que tu te dis, ouais, en fait, si je me mets seins nus, on va pas me regarder, et que j'ai les petits seins qui sont bien et qui sont bien dressés, ou les seins au nombril. On s'en cogne, on est là, on est à moitié à poil, c'est l'été, on a chaud, on se baigne et on est bien. Et ça, c'est vraiment très chouette. Donc, outre les questions de santé, c'est quand même assez libérateur de pouvoir se dire qu'on ne regarde pas notre corps. Alors Et- maintenant que j'ai... Alors je t'en prie, Anthony, vas-y. Ah non, mais j'allais juste dire que même culturellement, les choses ont beaucoup changé. En fait, on a vu une espèce de grosse vague body positive cette dernière décennie, qui est un mouvement qui amène à l'acceptation de toutes les formes de corps, qu'importe si on est très en chair ou très très mince. Mais en même temps, ça s'accompagne de mouvements contraires aussi. Il y a aussi une hyper-injonction aussi au super-corps. À l'acceptation de soi, mais en fait on peut aussi être complexé, et ça pour le coup c'est moins audible de dire en fait je suis très complexé par mon corps parce que je suis très mince, ou je suis très complexé parce que je suis très gros ou très grosse, ou qu'importe. En fait l'injonction elle devient peut-être contraire, où ça va être il faut s'aimer tel qu'on est absolument, sinon vous n'êtes pas body positive. Mais on voit aussi le retour du skinny talk. En fait c'est une réinvention des codes pro-ana. Donc le skinny talk sur TikTok, c'est un mouvement de personnes qui tiennent des discours pro-anorexie. Et ça, c'est relativement inquiétant, mais en même temps, c'est des espaces communautaires où des gens qui souffrent de troubles de comportement alimentaire, les TCA, peuvent aussi se réunir et se donner des conseils pour pas forcément se plonger encore plus profondément dans les TCA, mais aussi tenter de s'en sortir. Et le fait de ne pas être seul, c'est hyper important, quoi. Et l'été, c'est aussi un espace de grande vulnérabilité pour plein d'adolescents et de jeunes adultes, où en fait, ils sont loin de leur entourage habituel et ils peuvent plonger vers des choses qui peuvent nuire à leur santé. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important en fait d'être attentif et attentive à nos proches en fait, et à se soutenir. Mais Mimi, c'est hyper intéressant ce que tu disais sur les maillots de bain. Effectivement, il y a beaucoup plus d'options aujourd'hui, et je trouve ça chouette de Je sais voir pas que... comment c'est pour la mode masculine, pour le coup, je me demande. Alors, il y a Ludovic de Saint-Sernin, qui est un jeune créateur français qui vient de ressortir sa collection de maillots de bain, et il est très connu pour faire de la lingerie pour hommes. Et il a notamment proposé beaucoup de strings de plage. Et je pense pas que ça se vende très bien, mais aussi parce que c'est très cher. Mais pour le coup, le slip revient à la mode, le slip de bain revient à la mode. Ok. Et il y a Speedo qui fait énormément de publicité justement pour le maillot de bain. Et depuis les JO de Paris, mais à chaque JO à peu près, il y a un boom de désir pour les maillots de bain, les slips de bain chez les hommes. Merci Et- les nageurs. Merci Léon Marchand. Et même si on n'est pas foutu comme un nageur olympique ou une nageuse Faut olympique, quand même je mettre pense un que- putain de slip. Oui, voilà, Ah ouais. mettez des slips, c'est envie de mettre des slips en fait. Et c'est ok. Enfin, Oui, en plus, amusez-vous. pour le coup, la plage, c'est un des rares endroits où, normalement, tu as le droit de te baigner un peu comme tu veux par rapport aux piscines qui sont très encadrées, Ouais. notamment dans les grandes villes. À la plage, il y a des gens qui se baignent en gardant leur t-shirt, il y a des gens qui vont même en short et tout, il y a des femmes qui préfèrent être complètement couvertes avec des maillots de bain adaptés, il y a des gens en slip, il y a
il y a des grands darons en micro-speedo et des ados hyper musclés en quasi-short de bain pantacourt. Et c'est un des rares endroits où en fait, voilà, on peut se baigner comme on veut normalement et avoir la tenue qu'on veut pour aller dans l'eau parce que comme c'est la mer ou l'océan, ça pose pas autant de problèmes d'hygiène que une piscine, quoi. Et ça, je trouve que c'est important de garder ça et de pas commencer à polisser qui a le droit d'aller se baigner, comment, ou comme tu dis, d'avoir une injonction à mais vas-y, dénude-toi, on est tous à l'aise, personne va te juger. Laissez la personne en t-shirt si elle veut, en vrai. Et ce qui est cool avec la plage aussi, souvent on y est en vacances, on ne vit pas forcément à côté d'une plage. Et en fait, dites-vous, au pire, les gens, vous les reverrez jamais. Enfin, Oui. rappelez-vous ça. Même pour aller draguer ou tenter de séduire quelqu'un, allez-y, tentez. Et au pire, vous ne revoyez jamais la personne. Bah oui. Vous êtes merveilleux, vous m'avez tenu sur la plage pendant 15 minutes. Alors maintenant que j'ai T'as vu frauduleusement raccroché mon stream à l'actu et justifié donc votre présence ici avec l'argent du service public, est-ce que nous Je suis pouvons... ravie que mes impôts servent Non, à je ça. Il plaisante. suffit que tu nous mettes une pièce dans la machine et on est lancé. Hein. Est-ce que nous avons jeté un sort à la plage? Est-ce qu'on met les mains dans le cambouis, dans ce qui va donc nous occuper je suis nul en maths, les 28 minutes, c'est ça, hein, les 28 minutes, 3, 4, 5. Ah, oui, ça va, 38 minutes qui nous restent. Et ça va être chouette. Et voilà, peut-être mettre les mains dans le cambouis donc des relations amoureuses, des relations affectives. Qu'est-ce qu'on prend d'avant 2025 et qu'on jette dans la grosse vilaine poubelle de l'oubli sur ces thèmes-là? Pour prêcher pour ma paroisse, je pense que c'est pas qu'il faut le jeter aux oubliettes, mais c'est toujours bien d'interroger c'est quoi notre rapport à l'exclusivité en couple. Parce que perso, je suis en relation libre depuis plus de 10 ans, ce qui veut dire que dans mes couples, mon partenaire comme moi, parce que je suis hétéro, donc c'est un homme, on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens tant que c'est pas des relations amoureuses. Et après, chaque duo en relation libre met les règles qu'il ou elle souhaite, qui sont bien pour les deux, c'est-à-dire est-ce que ça peut être des gens qu'on connaît, est-ce que ça doit être qu'un coup d'un soir, est-ce qu'on se le dit ou pas aussi, c'est un gros sujet. Maman, il faut que tu raccroches. C'est ma maman qui m'appelle. Peut-être qu'elle a un truc à dire sur la Désolé. relation libre. Maman, enfin. Et je Pardon. sais que l'exclusivité, c'est un sujet qui crispe beaucoup. Et que comme à la plage, on est vulnérable, à la plage en été, on porte moins de vêtements. On peut aussi être en insécurité par rapport à son corps, à sa désirabilité, à se dire, ok, est-ce que mon partenaire ou ma partenaire va me trouver sexy à côté de tous les autres corps à la plage, dont certains qui sont beaucoup plus dans les canons de beauté que le mien. Et aussi, je pense que tout le monde peut bénéficier d'un flirt qui est sympa et qui est consenti et qui booste un peu l'ego sans aller plus loin, sans même dire il faut aller pécho dans les cabines de plage, c'est pas l'idée, mais en tout cas de s'autoriser aussi à se sentir séduisant ou séduisante, pas que pour son ou sa partenaire, même si ça peut être très cool, mais pour peut-être d'autres regards, d'autres personnes. Et en plus en vacances, il y a un peu le côté on peut pas, non pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, mais on est beaucoup moins contraint parce que les gens pensent de nous, parce que, comme tu l'as dit, ils nous connaissent pas et on les reverra jamais. Donc peut-être s'autoriser à peut-être pas papillonner, mais en tout cas, voilà, à volter de fleur en fleur et à pas être dans un truc de si mon partenaire ou ma partenaire, qui en plus est très dénudé, sort de mon champ de vision, c'est danger. Parce que, en fait, détendez-vous, la personne a choisi de venir en vacances avec vous, elle a du sable dans l'arrêt pour vous, tout va bien. Vous êtes liés à jamais. Du sable dans l'arrêt, Anthony Vincent. Le sable dans l'arrêt peut être très très désagréable. Non, faut parler que c'est pas que glamour la plage quand même. Non, Pour ceux qui clairement nous rejoignent, c'est la dernière heure du stream de la saison. Hein, ça fait pas ça tout le temps. pas. Et ça On va part parler en de cacahuète. dissolution, de Gaza et tout. Bon, on lâche un peu des vannes. Non, mais Anthony. c'est intéressant ce que tu dis sur l'exclusivité. En tant que célibataire, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Mais justement, en tant que célibataire, j'aimerais bien aussi qu'on se lâche un peu la grappe par rapport à tout ça. Et je vois fleurir pas mal de livres sur ces questions-là, notamment un livre de Aline Laurent-Maillard qui s'appelle Post-romantique sur les questions d'amitié, de famille, de faire famille autrement, d'amour. Ouais, Aline qui pouvait être là, qui est overbooké et qui aurait beaucoup aimé venir. Mais voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a aussi un livre génial de Marie Coq qui s'appelle Vieille fille sur justement déconstruire ce mythe de la femme célibataire qui vieillit et meurt seule avec ses chats. En vrai, cette femme célibataire est sûrement très très heureuse. Oui. Et Elle est entourée de plein de gens, probablement. Plein C'est de juste gens, que, comme c'est pas des femmes désirables, ça compte pas. Et de plein de chats. de Ça compte chats aussi. et des humains, des amis sûrement, des proches, des relations avec qui elle n'est pas forcément amoureuse ou mariée ou en ménage avec la personne. Il y a d'autres manières de faire couple, il y a d'autres manières de faire famille, il y a d'autres manières de s'aimer qui sont autres que le couple cis-hétéro patriarcal. Et justement, les femmes célibataires aussi sont beaucoup moins exposées aux violences en fait. Et je dis les femmes, mais
Non, en fait, un peu moins les hommes, mais bon. un peu Je moins voulais les dire que ça hommes. existait. Bah, et qu'il y a des violences dans les couples queer aussi. Oui, oui, quoi. bien sûr. On Oui, le sait, nous ne le Oui, leurrons il peut pas, même y effectivement. avoir des violences de la femme envers l'homme, mais y Mm. compris des injonctions à un certain type de corps. Enfin, je pense qu'aussi les gens qui veulent être beach body ready et qui se forcent à un régime ou à faire du sport un peu avant l'été pour être dans les canons de beauté, ça peut être hyper... Enfin, moi, je sais que si mon mec il faisait ça, et il se disait, ok, bah là, je vais faire vachement de sport pour sécher avant l'été, moi, ça me ferait un peu complexer parce que je serais là, bah moi non. Je vais manger des barbecues et être grassouillette. Et j'aimerais pas qu'on me mette cette pression-là. Donc, bah, ça pourrait être l'inverse. Enfin, voilà. Bref, pardon pour l'interruption. Ah non, mais c'est intéressant ce que tu dis aussi. Mais ce que je voulais dire, ouais, sur le célibat, en fait, lâchons-nous la grappe en tant que célibataire. A commencé par ça, parce que là, j'ai vécu quelques mariages récemment en tant que proche. L'été, période Et- des mariages, évidemment. C'est Ouais. vrai. Bientôt ton tour, alors. C'est ça Est-ce qu'on Non. drague en mariage Est-ce qu'on chope Est-ce qu'on peut draguer au mariage? Oui, le je pense que témoin oui. ou je sais Ah pas. oui. Ah si, c'est important. En plus, on est devant. Ça peut être cool aussi de draguer à un mariage, effectivement, ou de séduire en tout cas. Tout le monde est bien habillé. Oui, voilà. Après, tout le monde est à son prime, donc c'est un peu de l'arnaque. Après, on ne sait pas comment la personne s'habille en dehors d'un mariage, Oui. en dehors Est-ce- d'une grande cérémonie. J'ai envie de dire, à son prime, ça dépend de l'heure du mariage. Parce qu'il Ah y a un oui, c'est moment vrai. où plus grand monde est à son prime. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, le mariage, il y a des mariages où en fait on fait une table pour les célibataires. Et- Terrible. Rencontrez-vous. La table des enfants. Enfin ouais, c'est hyper Enfer. stigmatisant. Enfer. Enfin, arrêtons de faire ça, pitié. Voilà, donc le célibataire peut être un espace de joie, un espace où on apprend à mieux se connaître soi-même et ça peut aider aussi à être un meilleur partenaire ou une meilleure partenaire pour d'autres personnes si on a envie d'être en couple ou en trouble ou qu'importe. Voilà, donc lâchons-nous le grappe là-dessus. Et voilà, je pense que c'est déjà un bon conseil, mettre à la poubelle le shaming des célibataires. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces dernières années, tu dis qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, etc. Je trouve qu'en fait, là, on a ouvert la conception du couple vachement ces dernières années, cette dernière génération, on va dire. Et donc, on a un peu théorisé des concepts ou en tout cas ouvert des portes. Alors, on parle plus de sex friends, de situationship, on valorise le célibat et l'amitié, on parle de polyamour, de couple libre. Et donc, ça, je trouve ça génial. Et après, je pense que c'est comme le body positive, ce que tu disais, c'est que en fait, comme c'est pour tout, c'est comme pour tout, faut pas que ça se transforme en injonction, quoi. Donc clairement, tu vois, typiquement le couple libre et polyamour, c'est génial, mais c'est pas génial pour tout le monde parce qu'il y en bien a sûr. qui ont, tu vois, des blessures, qui sont en totale insécurité, qui sont incapables d'aller vers ça, et du coup, ça peut, tu vois, créer des situations horribles, comme, j'en sais rien, l'engagement. Il y en a qui veulent s'engager à fond, d'autres pas du tout. Et c'est là où c'est complexe, c'est qu'on a ouvert tellement de possibles que du coup maintenant, faut bien se connaître, faut se connecter à soi, faut se connecter à l'autre. Et ça, si t'apprends pas, tu te retrouves à paniquer. Faut être en vulnérabilité. Exactement. Et je pense que c'est là où maintenant on ouvre une boîte de Pandore où ok, on a ouvert plein de trucs, mais maintenant il va falloir que tu trouves ce qui te convient à toi. Et d'ailleurs, ce qui te convient à toi, ce sera peut-être une vérité là pour cet été. Tu vas te dire que tu as envie de papillonner à fond, mais dans 2 ans, tu vas avoir une envie absolue de t'engager ou j'en sais rien. Carrément. Et du coup, C'est c'est pas parce bouge. qu'on peut qu'on doit. Exactement. Et c'est là où je pense que c'est super fondamental d'ouvrir les possibles. Et après, la vérité, c'est la tienne, quoi. Oui, Donc et ça, c'est dur. Et se rappeler que tout ça est effectivement très fluide, comme tu le dis Ouais. très justement. En fait, on peut se penser, par exemple, hétéro pendant très longtemps et puis se rendre compte plus tard qu'on est bi. Et ça peut encore fluctuer par la suite, même chose sur l'identité de genre, en fait. Et voilà, et en fait, nos imaginaires érotiques, nos sexualités, nos identités de genre, c'est pas des choses qui sont figées, qui doivent rester dans des boîtes hermétiques et ne jamais bouger. Au contraire, ça peut être quelque chose qu'on peut embrasser parce que c'est merveilleux de se rendre compte que c'est fluide et que voilà, on peut vouloir une relation exclusive un jour et puis discuter pour l'ouvrir plus tard. Etc. Enfin, je pense que c'est hyper important de se rappeler que ça, c'est quelque chose de merveilleux. Cette fluidité est quelque chose de merveilleux et qu'on peut enrichir nos imaginaires érotiques d'autres représentations, d'autres manières d'aimer, d'autres manières de faire famille, faire couple, faire ménage. Anthony, je crois que tu connais bien Douce Dibongo. Dibondo. Oui. Dibondo. Oui. Dibondo. Douce Dibondo. D-I-B-O-N-D-O. Désolé. Pardon, Douce, je suis navré. Dans son livre La charge raciale, vertige d'un silence écrasant, elle parle d'une charge intériorisée, d'un héritage empoisonné. Est-ce que c'est aussi des thématiques qu'on retrouve dans les espaces de séduction et dans les relations affectives ?
Oui, oui, effectivement, malheureusement. Elle est donc Douce Dibondo, c'est l'autrice effectivement de La charge raciale, où elle montre la manière dont le fait d'être une personne racisée en Occident en particulier peut être une charge, et donc on peut être surexposé à des formes de violence, notamment dans les espaces amoureux, dans la séduction, etc. Et je pense que ça peut s'apparenter à une forme d'hypervigilance, c'est-à-dire une manière de questionner en permanence les intentions de la personne qui est en face de nous, Mhm. se demander est-ce qu'elle est vraiment attirée par nous en tant que personne singulière ou est-ce qu'elle est attirée par nous en tant que fétiche, en tant que personne représentant toute une catégorie de personnes racisées. Par exemple, moi, ça m'est arrivé mille et une fois de me sentir fétichisé en tant qu'homme noir et gay, en tant qu'homme noir. Et justement, en fait, on va toujours me renvoyer à un certain imaginaire, à se dire que bah, je suis forcément hyper sportif, hyper endurant, une bête de sexe. Et voilà, on va parler de mes jambes de gazelle, on va me parler de plein de choses comme ça. Et je me dis, mais en fait, est-ce que c'est pour moi en tant que personne ou est-ce que c'est la fétichisation? Et j'ai oublié la question, mais je pense que j'y réponds en Oui, je partie. pense que tu as complètement répondu avec des acquiescements, notamment à ta droite et à ta gauche. Mais oui, en fait, en tout cas, cette fétichisation, là, je parlais de manière raciale parce qu'on rebondissait sur l'ouvrage de Douce, Timondo. Mais en fait, elle peut être aussi à d'autres égards. Ça peut être aussi par rapport à une expression de genre aussi, par exemple, des gens qui vont être attirés que par des personnes hyper féminines ou des gens hyper masculins, des choses comme ça. Et ça peut être de l'ordre du fétiche aussi, et ça peut être assez lourd à porter, quoi. Ouais, et puis je pense qu'il y a plein de gens qui s'en défendent en disant mais c'est des goûts en fait, c'est les goûts et les couleurs. Moi, On j'aime ne les décide femmes pas. noires ou j'aime voilà. Et je pense que à ces gens-là, il faut qu'il y ait un petit travail sur soi aide parce qu'en fait, on évolue dans une société qui nous transmet beaucoup de choses et donc on évolue dans une société qui est extrêmement raciste, sexiste, etc. Et donc toutes ces petites idées, tous ces préjugés, en fait, ils viennent de quelque part. Ce n'est pas que les goûts. Oui, il y a les goûts, mais quand tu jettes ton dévolu principalement tout le temps sur le même type de personne, se cache peut-être quelque chose derrière. En tout cas, c'est intéressant de se questionner sur ça. Oui, totalement. Et justement, sur la question de distinguer le simple goût, une préférence d'une fétichisation qui peut être problématique, c'est se demander est-ce que ça s'adosse à une violence structurelle, en fait. Et puisque la société est raciste, en fait, être attiré que par des personnes racisées, ça pose question à Alors, cet ça pose égard. quoi comme question pour ceux qui nous rejoignent? Waouh, ça peut poser plein de questions, mais justement, c'est trop dur à résumer. Je pense que fétichiser quelqu'un en raison de sa race sociale perçue, c'est dans un pays comme la France, par exemple, c'est pas la majorité de la population, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? Est-ce que c'est un désir de domination? Parmi les choses qu'on peut jeter à la poubelle, d'ailleurs, c'est notre manière de penser le sexe et l'amour que sous le prisme de la domination. Comment est-ce qu'on séduit sans instaurer de rapport de domination? Comment est-ce qu'on drague sans être dans l'instabilisation de l'autre personne, en fait? Mais pour en revenir aux questions raciales et de racisme en particulier, effectivement, être attiré que par des personnes racisées quand on est une personne blanche, par exemple, ça peut poser question, justement, de se dire... est-ce que ce que j'aime, c'est une domination? Est-ce que ce que j'aime aussi, c'est des stéréotypes que j'attache aux personnes racisées, puisque je les imagine comme étant beaucoup plus aimantes ou beaucoup plus sexuellement actives, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est en fait, est-ce que on est attiré par un stéréotype plus que par une personne dans sa singularité? Et je rajouterais, pour revenir un peu au contexte estival, que je pense que pour certaines personnes racisées, l'été est une période particulièrement vulnérable parce que, bah, par exemple, les femmes noires et arabes, les personnes noires et arabes en général, vont être voilà, hyper sexualisées, considérées comme plus à l'aise avec, je sais pas, la chaleur, le fait d'être dénudées. On va voilà, leur dire gazelle, tout ça. Et alors qu'une grande blonde, typiquement norvégienne, par exemple, on va pas avoir le même rapport de tiens, c'est un peu ta saison, tu vois, un peu comme quand il y a Cheb Khaled qui passe et qu'on me dit c'est ta chanson. C'est un peu ta saison l'été, genre ouais, viens, tu veux pas, on va manger de la papaye. Et tout genre, gars, peut-être que je suis juste une arabe qui aime bouquiner sous la clim, tu vois, et pas ce genre, comme tu dis, de fantasme exotique de mais toi, t'es un peu, tu viens des pays chauds, l'été, c'est un peu pour toi. Non, moi j'aime l'automne et les vieilles pierres. Donc vraiment, je ne suis pas cette gazelle du désert que tu peux imaginer juste parce que, oui, là, il fait chaud, donc forcément, je suis assez dénudée. Donc voilà, je pense qu'il y a certaines populations à qui on accole d'autres stéréotypes en été que le reste de l'année, par exemple. Ce qui est encore plus bête que les stéréotypes en général. Est-ce que nos relations affectives vont bien en 2025? Est-ce que les Ah, c'est clair. hétérosexuels vont bien? Tu voulais nous faire chanter, c'est ça que tu voulais faire. C'est un compte sur Insta, pour ceux qui ne le connaissent pas.
de Oui, tréma. le tréma, Maël, bisous Maël Coutard. Mais effectivement, nos relations, en fait, je pense qu'elles vont pas très bien, notamment. C'est pour ça que je pose la Mais question. Si la réponse était oui, c'était trop facile. en tout cas, ce que je trouve hyper Moi, je intéressant, trouve que et c'est plus compliqué en réalité. Enfin, qu'on n'a jamais été aussi crispé que. Enfin, jamais, je sais pas, mais je trouve qu'on est de plus en plus crispé, et de plus en plus. On se pose beaucoup plus de questions qu'avant, certainement. en tout cas, cette On a plus crispation, d'injonctions aussi. je la trouve intéressante. Je pense que être crispé, ça montre qu'on se pose des questions qu'on se posait peut-être pas avant, effectivement. On parle Très beaucoup juste. de repères temporels MeToo, la médiatisation de MeToo à partir de 2017. Suite au MeToo, du coup, qui venait plutôt de Hollywood, des stars américaines du cinéma, et donc de femmes actrices principalement, il y a eu énormément d'autres MeToo, et même des MeToo très spécifiques à la France, comme Balance ton porc. Et voilà, il y a eu MeToo inceste, MeToo gay, MeToo garçon, MeToo trans, MeToo lesbienne, et d'autres encore. Et plein de MeToo par rapport à des professions en particulier, donc le MeToo l'hôpital, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, en fait, ces mouvements de libération de la parole, et surtout de libération de l'écoute, où en fait les gens commencent à s'interroger au sein de leur propre pratique, leur manière de draguer, de faire famille, de faire couple, etc. Et ça amène plein de gens, en vrai, surtout des hommes cis hétéros, à se poser des questions qu'ils ne se pas se poser avant. Alors, est-ce que les hétérosexuels vont bien, Anthony Non, Vincent clairement, non. Non. Enfin, non, clairement pas. Non, ils vont pas bien, et surtout les hommes hétéros ne vont pas bien. Et en fait, ils laissent souvent, les hommes hétéros cis, la charge de la réflexion, de l'affection, de questionner le couple et le bien-être du couple à leur compagne, en fait. Et souvent, les meufs vont voir des psys, mais en fait, si les psys avaient le droit de le dire, quitte ton mec, franchement, le monde irait tellement mieux, quoi. Et en fait, Ou au moins de prélever le prix de la séance sur le compte du ah, mec. ça serait bien, ouais. spécifiquement. Mais voilà, enfin, je pense que les hommes cis hétéros ne vont pas très bien, et ce serait vraiment génialissime qu'ils aillent juste chez le psy ou la psy. Il y a de moins en moins. Enfin, non, pardon. En tout cas, il y a plein de solutions qui existent pour rendre le travail psychologique, le travail émotionnel plus facile. Il y a notamment des aides financières, Mon Chèque Psy, je crois. Il y a aussi même des solutions sur Internet, l'Uber de la psychothérapie, genre BetterHelp, qui aide à faire des séances de psy à distance et à moindre coût et au rythme qu'on souhaite, et même en choisissant son praticienne de manière très fine. En fait, on peut choisir si on veut que ce soit une personne queer, si on veut que ce soit une personne racisée, si on veut que ce soit une personne qui s'intéresse aux croyances spirituelles, etc. Et voilà, et en fait, d'ailleurs, les hommes cis-het, mais pas que, allez voir des psys, s'il vous plaît, si vous en avez les moyens. Et si vous trouvez que ça ne fit pas aux premières personnes que vous rencontrez, changez de psy. En fait, ça peut valoir le coup aussi d'essayer d'autres praticiens, praticiennes de santé. Voilà. Et pourquoi je vous parlais de ça? Parce que les hétérosexuels vont pas bien. Non, ils vont pas bien. Et justement, en parlant d'enrichir vos imaginaires, d'enrichir nos imaginaires érotiques, amoureux, sentimentaux, sexuels, etc., puiser aussi du côté des lectures de personnes gays, lesbiennes, trans, etc. Enfin, il y a plein de choses à lire pour enrichir nos imaginaires. Ou Je parle de avoir, lecture je ou pense à des avoir aussi. photographes qui mettent en avant le corps masculin différemment, notamment, comme tu disais, avec la lingerie ou dénudé, ou en tout cas pas dans forcément ce qu'on imagine être le corps masculin désirable. Et du coup, ça fait travailler aussi, genre, oh, ok, d'accord, peut-être j'aime bien en fait les poils comme ça, ok. Et je Oh. pense que même en tant qu'homme cis hétéro, vous pouvez regarder. Nous, on regarde des meufs bonnes en maillot, ou pas, enfin des meufs de tout type, dénudées partout, on n'a pas le choix. Donc vous pouvez aller regarder d'autres hommes dénudés, ça va pas, promis, elle va pas tomber. Tout va bien se passer. Qui fait parmi les ados, les jeunes que tu rencontres? Est-ce que Bon, les jeunes, ils ados sont pas hétéros plus vont préservés, et voire même, c'est une population encore plus vulnérable pour plein de raisons. Déjà, quand tu es adolescent, tu vis le swell permanent dans tes émotions, dans ton identité, dans tout. Donc, évidemment que quand la société est déstabilisée, toi, tu le vis puissance 10 000. Donc, évidemment qu'ils sont touchés comme les autres. Mais c'est clair que je pense que, en fait, tu as entièrement raison quand tu dis les hommes vont pas bien, enfin, les hommes hétéros surtout. C'est aussi parce qu'en fait, ces changements de société, c'est inconfortable. Ça demande de travailler sur soi, ça demande de l'effort, ça peut être douloureux, enfin, tu vois. Et donc, dans ces cas-là, si tu t'engages pas vraiment dans un processus de changement et de réflexion, t'es pas bien, en fait. T'es mal si tu t'accroches à ce que tu connais, ce que tu sais. Et ça fait d'ailleurs le lit des mascus qui, pour le coup, rentrent dans la brèche et leur fournissent des espèces de réponses toutes faites qui sont bien rassurantes. Mais non, souviens-toi, les hommes, c'est comme ça doit faire ci, ça, dominer, viril, etc., etc. Et donc, et ils réussissent parce que c'est plus confortable de rester dans ce que tu connais.
En fait, c'est vachement plus rassurant mais sur le court terme. Sur le long terme, je pense que tout le monde y perd, quoi. Donc à tous les hommes qui nous écoutent et qui sont un peu inconfortables, et ben continuez à l'être, c'est super. Restez dans cet inconfort, avancez là-dessus, posez-vous des questions et faites-le aussi, comme tu dis, faites-le de vous-même. Allez voir le psy, lisez, écoutez des podcasts. Et évidemment, si vous avez une femme à vos côtés, n'hésitez pas à en parler avec elle, mais ne lui laissez pas la charge de ce changement-là, quoi. Bon, les hétérosexuels vont mal. Tu voulais intervenir, Anthony? Ah non, j'allais juste faire un conseil de lecture. Ah, vas-y. Lisez La volonté de changer de Bell Hooks. Évidemment. C'est hyper important. Et Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on y lit? C'est un super essai d'une afroféministe américaine qui justement questionne l'amour, la masculinité et la volonté de changer des hommes en particulier. Et justement, elle dit qu'en fait, on ne peut pas changer la société tant que les hommes ne changent pas par eux-mêmes et qu'on aura beau les prendre par la main. Les femmes féministes auront beau les prendre par la main pour essayer de les aider à changer. Si les hommes cis-het n'ont pas envie, ça ne va jamais fonctionner en fait. Et donc, pour que le féminisme opère et pour que l'égalité des genres opère, on a malheureusement besoin des hommes. Mais en tout cas, il faut qu'ils se bougent les miches pour que ça fonctionne, quoi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dedans, c'est que c'est un bouquin qui est plein d'amour en fait pour les hommes. Bell Hooks, elle parle beaucoup des hommes qu'elle a aimés, qu'elle aime toujours, et du fait que en fait, on peut pas nier que quand bien même, en fait, on aime des hommes dans nos vies, que ce soit moi, toi, enfin tout le monde a des hommes parce qu'il n'y a pas de raison de pas aimer 50% de l'humanité, sauf quand on a des opinions spécifiques. Et c'est cool parce que parfois dans les discours sur les masculinités, on est plus dans le rejet ou dans voilà ce qu'il faudrait changer ou dans à quel point, et c'est vrai. Aimer les hommes, ça peut faire du mal à celles et ceux qui les aiment, mais en fait, le but n'est jamais de se détacher de cet amour et de les forcer ou de les laisser se débrouiller. C'est vraiment genre, en fait, on vous aime et promis à la fin, ça sera mieux pour tout le monde, vous y compris, même si ça passe par un petit peu d'inconfortabilité à des moments. C'est ok, c'est ça la vie. Hein. C'est compliqué d'être humain. Kyle dans le chat dit mince, moi je croyais qu'on devait poser des questions que quand on n'avait pas d'amis proches. Ishtar dit des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle comme si c'est une catastrophe. Allez voir des professionnels. On a vu que les hétérosexuels allaient mal. Est-ce que nos relations sexuelles vont mieux? Kitri. Et paf, j'ai envie de te dire que c'est à l'image de nos relations, ça dépend en fait. C'est-à-dire que si ta relation est figée dans un rapport de domination, t'en parlais, et je pense que tu avais ouvert une brèche dans laquelle il faut qu'on aille. En fait, je pense qu'il faut reconsidérer les rapports de domination qu'on a dans nos relations et du coup dans nos sexualités en fait. Donc fondé sur la pénétration, sur un truc. Ouais, et puis déjà exactement un actif, un passif, des scripts sexuels qui sont toujours les mêmes et qui sont généralement pensés par les hommes pour les hommes, avec aucune communication, aucune écoute, aucun consentement, et donc tout ça, c'est pareil. Quand on n'a pas le script, et ben ça demande d'aller dans la vulnérabilité, d'aller dans avec nos partenaires, discuter, échanger. Donc je pense qu'il y a quand même. En tout cas, pour discuter beaucoup avec des jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont très conscients et qui rebattent complètement les cartes là-dessus. Donc, c'est super positif, c'est génial. Après, je pense qu'il y a encore plein de poches de résistance avec des couples qui ne sont pas du tout épanouis sexuellement, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que les jeunes parlent plus que nous, on a pu parler peut-être à leur âge. Pas tous, encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, mais oui, beaucoup plus. Enfin, déjà, le consentement n'existait pas. Donc, déjà, c'était compliqué de parler de consentement quand le mot n'avait même pas été posé. Typiquement, ce truc autour de la pénétration, pareil, tu vois, on n'en parlait pas. Donc oui, je pense qu'on en parle beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'espace pour en parler. Après, il y a aussi beaucoup plus de polarisation pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant, tu vois. Donc, il y a de la résistance. Hein. Il me semble que niveau protection contre les MST, IST, c'est pas dingue. Non, c'est pas cool du tout. Ça, c'est clair, surtout l'été arrivant. Si vous avez des multiples partenaires, ce que je vous souhaite, si c'est ce dont vous avez envie, protégez-vous. Et dépistez-vous. En vrai, on est en France, c'est généralement gratuit, anonyme. C'est rapide, c'est anonyme. Ouais, c'est hyper rapide. Enfin, il y a la PrEP qui existe aussi, qui peut vous protéger du VIH. Et les autres IST sont curables, donc pour la plupart. Donc franchement, allez-y, vous pouvez demander à être vacciné contre l'hépatite A, l'hépatite B, contre le HPV, le papillomavirus. Même si vous êtes un homme cis hétéro, par exemple, ça peut être hyper important pour protéger tous vos partenaires. Oui. Même si vous êtes un homme cis gay aussi, c'est hyper important. Au-delà de 27 ans, il me semble que c'est payant pour les hommes, en tout cas. Mais en passant par un CJ, donc les centres de santé sexuelle, ça peut être gratuit si vous êtes bien renseigné. Donc voilà. Récemment, j'ai pris mes petites doses de HPV,
de vaccins contre le HPV, pardon. Et, Et c'était super. et toi, tu ne les as pas payés 120 €, c'est ça? Non, je les ai pas payés. Je vous donnerai des bons plans si vous slidez dans mes DM. Mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu disais, Kitri, c'est que effectivement nos représentations sont en train de changer. Personnellement, j'ai grandi avec des séries et des films qui glamourisaient totalement les relations de domination, en fait, où en fait les hommes sont limite en train de faire de la manipulation cognitive sur leurs copines pour les draguer et les mettre dans leur lit. Parfois, on glamorisait aussi des rapports de l'ordre des violences sexuelles. Enfin, on cite tout le temps le même exemple de Chuck Bass dans Gossip Girl, mais en vrai, c'est une série moi, qui je était pensais ultra au populaire. prof qui sort avec une ado dans Pretty Little Liars. Ah bah oui. C'est montré comme une relation romantique Ouais. pour elle, pour lui, et mais ils devraient avoir le droit d'être ensemble. Moi, ça me faisait trop rêver à Allô l'époque, en vrai. Oui, bien sûr. Parce On a qu'on grandi baignait que avec là-dedans. ces imaginaires-là, quoi. Totalement. Et ce que je trouve chouette, c'est que nos représentations sont en train de changer. Je regarde beaucoup les productions de France TV Slash qui sont dédiées plutôt aux jeunes adultes et aux ados. Et une série comme Scam, je la trouve génialissime. Une série comme Cœur tendre aussi, sur l'intersexuation, elle était hyper fine d'un point de vue psychologique et c'était hyper intéressant. Et les amitiés et les amours qui sont montrés dedans sont hyper inclusives, hyper égalitaires pour la plupart. Et quand ça l'est pas, en fait, c'est dénoncé comme tel. Même la série Amour solitaire, elle était tellement bien écrite. Enfin, Oui, sur Scam, évidemment. c'était génialissime. J'ai adoré. Regardez si vous avez le temps. Et voilà. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps pour avoir Amour solitaire. En plus, c'est Oui, Très court. c'est oui, très c'est fait pour, 15 minutes, ouais. Oui, sur la chaîne YouTube de France TV Slash, mais il y a Ouais. aussi la mini-série sur les réseaux plus sociaux, longue. Instagram. Trop bien. Bref, et donc, en termes de séries, de films, même de romans graphiques, de livres, etc., il y a tous nos imaginaires qui sont en train d'être chamboulés et c'est merveilleux. Mais oui, en revanche, d'un point de vue éducation affective et sexuelle, notamment sur la prévention des IST, comme on a l'impression que c'est derrière nous tout ça, en fait, il y a plein de jeunes qui ont plein de préjugés erronés sur ces questions-là, et ça, c'est vraiment dommage, alors que vraiment, les informations, elles existent. Les informations fiables, c'est facile de les trouver. Il n'y a pas besoin de beaucoup chercher, mais juste aller vers des sources fiables, c'est hyper important. Il Oui, faut et pour peut-être le expliquer coup, simplement qu'il suffit de prendre n'importe quel généraliste en téléconsultation, de demander un check-up en fait, et d'aller au premier labo du coin. on peut même avoir c'est- maintenant et vous des avez vos résultats en préservatifs 3 remboursés jours, par la Sécu. et Donc c'est on gratuit. peut se faire prescrire des capotes pour oui. l'été, voilà, au cas où, on sait jamais, un petit coup de chance, Oui. sans rien débourser. On a plein de choses qui sont accessibles gratuitement, même si tu es mineur. Effectivement, il y a une offre de ressources et d'informations qui est incomparable par rapport à ne serait-ce que quand moi j'avais 15 ans, quoi. C'est vraiment... moi j'étais restée à... attention, capote, pilule, fais un truc. Et voilà. Fin de la discussion et de l'éducation à la sexualité au collège comme dans ma famille. Donc, heureusement, maintenant, il y a Internet, quoi. Même s'il y a aussi des bêtises sur Internet, en vrai, il y a quand Ouais, même mais plein il y a de sites beaucoup d'espace. gouvernementaux ou par les pouvoirs publics ou par des assos très fiables comme le planning familial et tout, où on peut trouver toutes les infos sans les préjugés autour, comme par exemple, tu peux pas avoir de stérilet si tu n'as jamais été enceinte et accouché, ou par exemple, est-ce que les MST elles se transmettent oralement. Voilà, il y a tout, facile à trouver. Faut pas croire tout ce qu'il y a sur TikTok, mais c'est facile à trouver des sources fiables. Oui, et croiser vos sources aussi. Oui. Pensez à croiser les sources. Si justement vous entendez un son de cloche A auprès d'une source, allez voir B aussi. Mais bon, j'imagine qu'il y a plein de jeunes qui vont juste demander à ChatGPT et c'est ok, mais croisez quand même vos Et sources sinon, derrière. bien sûr, vous écoutez France Info, une des chaînes du groupe Radio France. Car il nous dit dans le chat, c'est difficile d'être un homme déconstruit si les femmes ne le sont pas aussi. Notamment des femmes qui attendent un comportement patriarcal de la part des hommes. Voilà, le responsable de tout ça, certainement, c'est le patriarcat, je crois. C'est difficile d'être une femme qui est déconstruite si les hommes ne le sont pas non plus. C'est-à-dire de trouver des hommes qui sont à l'aise avec le fait qu'on ne va pas rentrer dans des rôles de genre très stéréotypés, que par exemple, je sais pas, peut-être la femme va payer l'addition des fois, ou peut-être elle va garder son travail et gagner plus d'argent et ça sera ok. Donc c'est sûr que quand on est face à des gens qui sont pas alignés en termes de valeurs, c'est compliqué. Après, en fait, c'est aussi, j'ai l'impression que les hommes hétéros sont pas mal élevés à toute opportunité avec une femme est bonne à prendre. En fait, non, soyez exigeants avec vous-même et avec vos partenaires aussi. C'est-à-dire, si vous avez l'impression que la femme qui vous plaît, elle vous envoie des injonctions patriarcales ou qu'elle attend de vous que vous fassiez preuve d'un certain virilisme ou quoi, interrogez-les, parlez-en avec elle, parce que peut-être qu'elle-même, elle est là, c'est ce qu'on attend de moi en tant que femme, donc après, vous allez tous les deux faire ce que vous croyez pas. Mais si elle est sincère et que c'est sincèrement ça qu'elle cherche chez un homme, c'est pas la meuf pour vous, c'est ok. On est pas mal, on est 2-3. Donc, pas la peine de faire rentrer un triangle dans un carré au bout d'un moment. Oui, Quelle place en 2025 on donne au porno?
Sans transition. Sans transition, et on referme le tiroir. Centrale, regardons du porno. Dans les représentations. Peut-être pas n'importe quel Non, porno. c'était lié aux représentations. Mais typiquement, je pense que quand on dit on a beaucoup changé, on a ouvert vachement de choses, je pense que la génération là qui vient a subi les conséquences aussi de l'accessibilité du porno et en même temps en étant très conscient de l'impact du porno. C'est-à-dire, je pense que ils et elles en consomment beaucoup. Pour plein de raisons, parce que c'est accessible, parce que c'est efficace, on va pas se mentir. Tu cherches de l'excitation, ben, t'en trouves, c'est fait pour. Et en même temps, en conscientisant que c'est peut-être pas OK, ou en tout cas petit à petit en grandissant et en ayant des relations sexuelles, tu te rends bien compte que le porno c'est quand même vraiment de la merde si tu veux obtenir du plaisir pour toi et pour ton ou ta partenaire. Et du coup, il y a un peu ce truc, je pense qu'il y a une tension interne, beaucoup. Je pense que pareil, je pensais au BDSM, je pense que le BDSM a été vachement promu, j'ai envie de dire, par le porno, mais pas forcément d'une bonne façon. Donc je pense qu'il y a plein de jeunes femmes ou de mecs qui se retrouvent dans du BDSM un peu malgré eux, en se disant c'est cool, c'est la libération sexuelle, etc. Mais sauf que c'est mal pris parce que c'est pas appris en fait, et ça s'apprend parce que dans le BDSM aussi il y a du consentement et voilà. Donc je pense qu'il y a clairement, et oui, il y a du porno éthique, etc. auquel on peut accéder, sauf qu'on va pas se mentir, c'est payant, c'est moins les gens accessible. déjà sensibilisés, Exactement. déconstruits Pour aller généralement, qui vont consommer, aller vers, ça demande vraiment un petit investissement quand même. Juste sur le BDSM, moi ce que je trouve encore plus inquiétant que le BDSM mal fait, c'est qu'il y a plein de pratiques qui appartiennent au champ donc de la domination-soumission, qui sont pas du tout identifiées comme telles et qui font partie de ce qu'on imagine maintenant comme des pratiques courantes. Le fait d'étrangler, le fait de gifler, le fait de mettre des fessées, c'est des choses qui doivent être discutées en fait. C'est une violence physique. Et moi-même, ça m'est arrivé, et pourtant je choisis pas mal mes partenaires, de me retrouver avec un gars qui me gifle et vraiment lui dire mec, alors il se trouve que ok, mais enfin, tu peux pas faire ça sans me demander. Et il était sincèrement surpris parce qu'il était là. Mais en fait, toutes mes partenaires d'avant, genre, si je le faisais pas, elles me le demandaient. Enfin, pour lui, c'était, c'est comme ça qu'on baise, fait l'amour, quoi. Ouais. Et en fait, c'est pas toujours comme ça. Et je pense que c'est important de se rappeler qu'il y a des actes qui, même s'ils peuvent être excitants et tout à fait consentis et très, très bien, déjà, il faut faire un peu attention à comment on le fait. En fait, ça s'apprend comment étrangler quelqu'un ou attacher quelqu'un sans lui faire de mal, parce qu'on a vite un pincement de nerfs qui arrive ou un truc comme ça. Et aussi de réfléchir à, en fait, c'est pas des actes de sexualité vanille, anodins, et du coup, il faut les discuter, quoi. Ouais. Et il faut respecter que, dans tous les cas, une limite, c'est une limite, et que le but n'est pas de la franchir ou de convaincre l'autre d'accepter. C'est juste genre, ok, avec quoi tu serais à l'aise? Déjà une bonne question. Et ça rejoint la question dans le chat. Il y a plein de femmes qui ont intériorisé ça comme si c'était normal. Mais en fait, on devrait tous se poser la question d'abord de se dire est-ce que j'ai envie, pas envie? Est-ce que c'est vraiment ça qui me plaît? Et clairement, on a tellement intériorisé d'injonctions, que ce soit par les films, les séries, comme le porno, que ouais, il faut prendre le temps de se poser la question, quoi. Effectivement, et d'ailleurs, dans l'industrie du porno produit tellement de contenu à une vitesse faramineuse et dans des conditions pas toujours très joyeuse, que en fait on n'a pas le temps de vous montrer les discussions qu'il peut y avoir avant le tournage d'une scène et même l'après. Dans des scènes BDSM par exemple, ce qui est hyper important, c'est l'aftercare, et donc cette discussion qu'on peut avoir pour dire comment tu t'es senti, je vais prendre soin de toi maintenant, après avoir eu un rôle de domination par exemple sur toi, afin que la personne retrouve un peu ses esprits et le sens du respect, etc. Ça, c'est pas montré dans les scènes de porno puisque c'est produit trop vite en fait, et voilà, et c'est hyper important de contextualiser ce genre de choses, et en fait je pense que les jeunes notamment se tournent beaucoup vers le porno aussi à cause d'un énorme manque en termes d'éducation affective et sexuelle. C'est en fait ils n'ont pas les cours suffisants tels que devrait les donner l'État, et donc ils ont plein de questions et ils savent pas vers qui se tourner. Il n'y a pas d'adultes de confiance autour d'eux et d'elles, et donc ils vont voir le porno en fait pour trouver les réponses. Et dans le porno, c'est comme un pas tuto. Voilà, comme un tuto, mais en fait tuto sodomie en allant sur un site et X, tu te retrouves sur Bukake c'est n'importe quoi. Ainsi de suite. C'est pas, en tout cas, reproduire ce qu'on voit dans des pornos en croyant que c'est une sexualité normale, c'est un raccourci assez dangereux, je pense. Et là, on parle du porno mainstream du porno mainstream. Du porno qu'on trouve facilement sur des tubes gratuits, et souvent c'est du porno qui est volé, et c'est hyper grave. Mais le porno effectivement éthique que peuvent faire certains et certaines productrices, effectivement ça coûte assez cher. Mais au-delà des images, il y a aussi du porno audio qui est hyper intéressant.
Et même pour le coup, j'écoute des pornos audio à destination des meufs et je le trouve hyper intéressant. Et je trouve ça trop cool aussi de, encore une fois, enrichir nos imaginaires. Je me répète, mais justement, en fait, ça m'a écouter du porno féministe à destination des femmes m'a fait me rendre compte à quel point mon imaginaire était pauvre. Parce que je me rendais compte que je savais pas imaginer un rapport sexuel sans qu'il y ait de rapport de domination. Et je me suis dit, en fait, on a tellement érotisé les rapports de force que, enfin, je dis on, personnellement, et je pense que c'est le cas de plein de Ouais, tu gens, peux dire. Bien sûr. je pense que, en fait, on ne sait pas imaginer un rapport sexuel sans qu'il y ait de rapport de domination, de rapport de force. Même le vocabulaire de la drague, le vocabulaire de l'amour et le vocabulaire du sexe est très lié à la dégradation, à l'humiliation. On dit qu'on a baisé quelqu'un, on envoie les gens se faire foutre. Et même tout ce vocabulaire-là en dit long sur nos manières d'aimer, nos manières d'avoir des rapports sexuels. Et en fait, c'est triste, alors qu'on pourrait au contraire en faire un espace de joie, un espace d'enthousiasme, un espace d'apprentissage, de co-apprentissage, de partage. Et ça peut être, encore une fois, merveilleux. Est-ce que vous êtes pour ou contre la viande rouge? Non, je déconne. Bien sûr que T'avais non. annoncé que Nous c'était Nous vraiment rouvrons un n'importe quoi. autre tiroir. On a parlé de sexualité, de sexe. Avant le sexe, il faut qu'on se rencontre. Et parfois, avant de se rencontrer, il faut qu'on passe par une appli de rencontre. Est-ce qu'en 2025, on balance à la poubelle les applis de rencontre ou on les garde un tout petit peu? Ça fait un moment que je suis en couple et que je n'utilise plus les applis de rencontre, donc je sais pas si je suis très pertinente. Je parle de J'ai envie Tinder, de de dire, Grindr et consorts, leurs cousins, cousines. Spécifiquement pour les mecs hétéros, évitez, parce que vous êtes le pigeon, vous êtes le dindon de la farce, vous êtes la cible de ces applis et des comportements prédateurs je parle des grosses applis genre Tinder et tout. Il y a eu des contenus, notamment Judith Duportail qui a beaucoup bossé sur le sujet. Vous pouvez retrouver plein d'explications sur différents médias de comment... En fait, pour Tinder, la vache à lait, c'est les hommes hétéros. C'est pour ça que c'est vous qui payez l'entrée en boîte. Et du coup, l'algorithme va vous faire rester le plus longtemps, il va vous faire vous sentir mal, il va vous limiter le nombre de personnes que vous pouvez voir parce que après il faut payer. Et il va encourager aussi des dynamiques sociales de discrimination qui sont désastreuses pour l'estime de soi, pour le rapport aux autres, pour le rapport aux femmes. Et je le vois, moi, en fait, je m'intéresse pas mal à ce que pensent les masculinistes ou les hommes qui sont intéressés, enfin, qui sont tentés par ces mouvements. Et il y en a beaucoup qui viennent d'une souffrance en fait, l'algorithme, l'appli me fait croire que je vais rencontrer tellement de femmes que forcément il y en a une ou deux où ça va marcher. Et la réalité, c'est que je like tout le monde parce que littéralement c'est la seule chance que j'ai d'avoir un match. Et qu'après j'envoie des salut ça va qui restent sans réponse à des meufs qui sont peut-être même pas des vraies personnes. Donc je dis pas évite. Enfin, déjà choisissez l'appli. Elles sont toutes différentes et il y a des gens un peu différents surtout. Il y en a des plus éthiques que d'autres, il y en a des plus ouvertes que d'autres. Même si maintenant je pense que toutes proposent un large éventail de genres et tout. Mais par exemple, je sais que de ce que je vois, genre la limite d'âge sur Tinder, elle ne marche pas. Elle est fausse. J'ai un pote de mon âge, donc 33 ans, qui a mis qui cherche du coup une copine, qui a mis genre 26 ans à 40 ans. Et il a régulièrement des profils de meufs de 19 ans. Et lui-même, mais enfin, et c'est marqué 19 ans, c'est pas des meufs qui trichent sur leur âge ou quoi. Donc voilà, il y a des applis plus éthiques ou plus respectueuses que d'autres. Mais il faut pas que... En fait, je pense que c'est important de socialiser avec des femmes dans la vraie vie, si vous êtes un mec hétéro, et de pas les voir que dans le prisme de est-ce que c'est une conquête potentielle, parce qu'en fait, c'est comme ça que vous allez rencontrer des gens, dont des femmes. C'est juste parler aux gens, demander peut-être à vos potes, tiens, si tu connais une fille qui peut peut-être me plairait, qui est célib et hétéro. C'est pas une honte aussi de... En fait, c'est comme ça qu'on faisait avant les applis, quoi. On fait du networking et on présente nos potes célib à nos potes célib, et on sait jamais. Et oser être rejeté, c'est pas grave. En fait, ça arrive à tout le monde. Moi, je me suis pris des râteaux. Je pense que la plupart des gens qui ont essayé au moins une fois de séduire se sont pris au moins une fois un vent. Et c'est pas grave, parce que c'est juste c'était pas la bonne personne. Il y en a d'autres. Faut pas lui en vouloir. Mireille Maguel et le droit opposable au râteau. Mais oui, effectivement, tester différentes applications, ça peut être intéressant. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut jeter toutes les applications à la poubelle. J'ai rencontré mon premier amour sur une appli, et je suis bien content de l'avoir eu. Mais ce que je voudrais dire aussi, et ce qui rejoint ce que vient de dire Mimi, c'est que en fait, se rencontrer dans la vraie vie, c'est hyper important aussi, et c'est pas aussi difficile qu'on ne le croit, surtout si on n'est pas dans une perspective de séduction amoureuse absolue en fait. Se dire qu'on peut rencontrer des gens et qu'importe ce que la relation va devenir, et on peut commencer de manière amicale, ça peut être très chouette en fait. Et donc demandez-vous qu'est-ce que vous aimez dans la vie et allez vers des activités comme celle-ci en fait.
Il y a des assos de sport, des assos de jeux de société, des assos de tout ce qui existe en fait. Et ça va vous aider à, oui, à rencontrer de nouvelles personnes, peut-être rencontrer de nouveaux amis, et peut-être votre future copine ou votre futur copain. Et justement, laissez jouer la sérendipité, le heureux hasard qui, vous venez pas pour ça et vous trouvez autre chose. Et ça va vous aussi vous relâcher de la pression de vouloir absolument être en couple, trouver quelqu'un, trouver l'amour. Parce que justement, plus on est dans cette injonction, plus on peut devenir désespéré et faire de mauvais choix aussi, je pense. Donc, vraiment, se détourner de la volonté d'être absolument en couple et plutôt se tourner vers des centres d'intérêt qu'on a déjà, comme des jeux de société, des assos sportifs, etc., ça peut aider de manière indirecte. Ouais, et puis je pense que c'est un peu, c'est ce que tu dis, la rencontre dans la vraie vie, j'ai envie de dire, elle peut être tellement sensationnelle en termes d'émotions, de ressenti et tout. J'ai envie de dire que c'est presque, les applis, c'est un peu le Pizza Hut de la rencontre, tu vois, si je fais une métaphore vraiment alambiquée. Oui, Donc c'est ça du veut pas fast dire que dating, tu ouais. vas pas trouver un truc sympa, mais ouais, c'est tout de suite, tout est accéléré, tout est beaucoup plus intense. On se regarde, on se dit, est-ce qu'on a envie de baiser, est-ce qu'on a... Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, les applis, elles servent aussi probablement à ça, c'est-à-dire je pense que c'est bien d'annoncer ce que tu cherches, quoi, de pas Oui. tourner autour du pot. Tu cherches l'amour, eh ben dis-le. Tu cherches du cul, ben dis-le. Et je pense que ça aussi évite les malentendus, tu vois, sur ce genre de trucs. Mais en tout cas, de ce que les jeunes, moi, me disent dans le podcast, vachement, il y a vachement de... Et je pense que c'est OK de on and off, c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas sur les applis et puis tu t'en lasses. À chaque fois, tout le monde s'en lasse. Donc t'arrêtes, et puis t'y retournes, et puis t'arrêtes, et puis t'y retournes. Donc voilà, bon, je pense que c'est pas une solution idéale, mais de là à dire que tout est acheté, je pense pas non plus. 19h01, passé de 2 secondes. C'est l'heure du mot de la fin et du mot de la suite. Mais t'as droit quand même à un avant-dernier mot, Désolée. Mimi, vas-y, je t'en Non, prie. il me semble que pour le coup, en voyage, les applis, ça peut être une bonne façon de rencontrer des gens, pas forcément pour pécho, mais parce que c'est souvent géolocalisé. Donc voilà, je vais trouver des gens un peu de mon âge qui ont l'air cool. Mais bon, ça reste des applis de rencontre à la base. Donc on vous voit si vous faites genre, non, c'est pour se faire des potes, et que tous vos potes, c'est des meufs bonnes en bikini. Ok. Oui, effectivement, c'est une bonne astuce, tu as raison. Et effectivement, profiter des vacances, peut-être en étant géolocalisé ailleurs pour rencontrer des gens, pas forcément dans un objectif de séduction amoureuse ou sexuelle. Et je voulais aussi recommander des podcasts, en fait, Ouais. pour travailler votre intelligence émotionnelle. Voilà, il y a Single Jungle que j'adore, le podcast des célibataires de Louisa Amara. Il y a Love Gang de Samia Miskina qui est génialissime. Voilà, c'est une personne qui invite des humoristes, notamment, mais pas que, à commenter une histoire d'amour qu'un auditeur ou une auditrice lui a racontée. C'est vraiment trop intéressant de voir comment les gens réfléchissent et tout. Enfin, bref, écoutez ça, c'est trop bien aussi. Et voilà, il y a plein d'autres podcasts que je pourrais vous recommander, mais je m'arrête là parce que faut que les autres parlent aussi. On va surtout s'arrêter là parce qu'il est 19h02. Ah, ok. Et il y a Hugo Perchoir qui nous fait un raid avec plein de gens. Salut les gens, mais Oh. malheureusement, Salut c'est les la fin. Bergeros. C'est la fin du stream, je suis navré, on va se retrouver en septembre. Donc je termine ma conclusion. 19h02, 23 secondes. On va pas faire de mot de la fin, de mot de la suite. Mais très brièvement, qu'est-ce qu'on se souhaite, Mimi? Aimez-vous et dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Anthony, qu'est-ce qu'on se souhaite? La fin du cis hétéro blanc triarcat. Aussi. J'aime beaucoup. Non, moi j'allais dire de l'amour aussi. Franchement, aimez-vous, soyez dans l'émotionnel, dans la vulnérabilité. Et franchement, on y gagnera vraiment tous. 19h02, 47 secondes. Merci Anthony Vincent, merci Kit Richard Faux, merci Mimi, merci à tous les trois. Merci de m'avoir permis de finir gaiement sur une note acidulée, une note bonbon, une note espoir. Après un an de dissolution, de guerre, de combats politiques, de montée des extrémistes, de terre qui se réchauffe, de cœurs qui se refroidissent. Merci à vous dans le chat. Merci de nous avoir fait confiance cette année, ces autres années aussi, même si le stream, enfin le talk va continuer, bien sûr. Merci de continuer à faire confiance peut-être au service public de l'information. Merci aussi de faire confiance à l'information de l'audiovisuel public. Merci comme nous de croire que c'est une chose importante et que d'avoir une information et un accès à la culture gratuit, indépendant, puis peut-être exigeant. Pardon pour les fois où nous avons failli, parfois quand il n'y avait pas la parité sur le plateau, c'est arrivé parfois, on fait le maximum. Camille Rio fait le maximum, je fais le maximum, et Cyril Baltal fait le maximum aussi. La chaîne fait son maximum, mais on n'y arrive pas toujours. Pardon aussi parfois quand une actualité en chassait une autre, alors qu'on aurait aimé passer plus de temps ici plutôt que là. Pardon pour cet horrible, cet atroce, cet immonde fond vert que vous avez adoré avec nous détester, mais qui disparaît, pardonnez-moi, à la rentrée. À la rentrée, parce que justement, c'était le dernier stream de la saison. On se quitte sous le soleil à l'orée des vacances et on se retrouve le 11 septembre. Le choix de la date est peut-être malheureux, c'est un jeudi, pour une nouvelle saison du Talk de France Info. Ce sera désormais une unique émission, le jeudi, toujours de 17h à 19h, sur Twitch, sur TikTok, en podcast et sur franceinfo.fr. Toujours avec votre serviteur derrière ses fifi chez son micro. Mais dans un nouveau studio, on va vous emmener au cœur de la rédac, dans le studio Clémentine Vergniaud, avec de la clim, du bon son, du bon pixel.
toujours sous la baguette du cher Cyril Balta qui réalise nos streams, toujours avec 2 thèmes, toujours avec vous, avec vos questions, vos doutes, vos rêveries, vos bougonneries, vos bons mots et toujours l'infini plaisir de vous répondre. J'en profite pour remercier aussi Camille Rio qui s'en va trifouiller nos amis de l'antenne au 4e étage de la maison de la radio à la rentrée en septembre et qui nous quitte. Merci Camille, c'était un plaisir de t'avoir ces derniers mois et je souhaite à tout le monde d'avoir un Camille Rio dans sa vie professionnelle. À vous, je vous souhaite d'excellentes vacances à toutes et tous. Et si vous avez toutefois la chance de pouvoir en prendre, bien sûr. Et sinon, plein de courage au turbin. On reprend, on respire un grand coup. Bientôt l'acquis. Bonne soirée à toutes et tous. Salut.